Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maxime, on est de retour pour la traditionnelle émission de débriefing du match de ce week-end. Et comme vous le voyez, ce soir, c'est la grosse équipe qui est de sortie. Donc du coup, on a Vincent avec nous. Salut Vincent. Salut Maxime, salut à tous. On a le président. Salut Joël. Salut Maxime, salut tout le monde. On a Kylian. Salut Kylian. Bonsoir tout le monde. Et le GOAT absolu du BVB, on a Franck avec nous. Salut Franck. Guten Abend zusammen. Voilà, toutes les présentations sont faites avec tout le monde. Donc du coup, au niveau du programme de ce soir, donc débriefing du match contre le TSG Hoffenheim. On parlera également des femmes, les Frauen, un peu pour voir un peu leur mi-saison, où elles en sont. Également les U23. On débriefera un peu, parlera plutôt de la prochaine rencontre qui nous attend contre Bodø Glimt. Et on terminera avec le traditionnel jeu de Franck et le petit quiz du vieux Borussen. Donc voilà un peu le programme dans tout ça. Écoute, Monsieur le Président, je vais peut-être te laisser la parole pour expliquer un peu ce déplacement que tu as vécu. Parce que, bon, on va dire, effectif nombreux pour une fois présent sur Dortmund. Donc, il y avait toi, il y avait la première dame Ophélie, Vincent et aussi Jordan, le trésorier des Galiches. Alors, comment ça s'est passé ce week-end ? Alors c'était génial. Franchement, moi j'ai kiffé mon week-end, mais du début à la fin. Déjà, vu que c'était notre première rencontre avec Vincent, donc déjà rien que pour ça. Ah mais non, mais c'est la première fois qu'on se voyait réellement. Hein. Donc déjà rien que pour ça. Tu l'avais vu déjà. Oui, aperçu à travers deux vitres de voiture. Donc. Oui, c'est vrai. Mais non, franchement, c'était génial. En plus, les déplacements le dimanche, quand il n'y a que 4 heures pour aller à Dortmund, ça passe tellement vite. Ouais. Mardi, quand on est allé à Leverkusen, on en a mis 5 des heures. Là, t'en mets 4. Déjà, rien que pour ça, les matchs le dimanche, pour ça, c'est bien. Pour le reste, ouais, non, c'était un super déplacement. Et comme dit Jordan, cette année, il avait dit qu'il en ferait pas beaucoup. Donc, en plus, c'est un kiff. Et ouais, en plus, Vincent, on a passé franchement un super avant-match. Regardez sur la photo au-dessus de Vincent. Ouais, et puis en plus on a vu Fabrice du fan club belge. Ouais. Donc non, franchement c'était voilà. On a fait notre bonne action aussi. Et non, franchement c'était un super avant-match. Franchement moi j'ai kiffé. Je l'avoue, ça fait longtemps que j'avais pas kiffé un déplacement comme ça. Écoute, nickel, hein. Un beau petit déplacement, ouais. tous ensemble. Voilà, je mets quelques autres photos. Je crois, Vincent, c'est toi qui avait collé ça dans les toilettes. Dans la suite, ouais. Voilà, donc c'est vrai que les toilettes à chaque fois sont remplies de stickers. Donc là, ta plus belle photo, le geek dans le stade. Et voilà, celle-ci, je la trouvais très jolie avec le gobelet, le fond du stade. Elle était vraiment très, très sympa. Donc voilà, un beau petit déplacement tous ensemble et ça faisait plaisir de vous voir sur la même photo et de voir Jordan parce que comme tu l'as dit, il ne pouvait pas trop faire de déplacement cette année. Donc l'occasion de le voir. Donc, et je précise que le fan club n'a rien payé dans les boissons. Hein. Non, je précise. Hein. C'est une bonne précision. Après, tu avais le trésorier avec toi, tu gères avec lui. Hein, ça, c'est... Ouais. Donc, mais en tout cas, vous étiez au Coca de ce qu'on voit. Après, non, c'est du vin chaud. Ah, c'est du vin chaud, pardon. C'est du vin chaud. Tu veux tuer Jordan, toi, du Coca? Non, dans Jordan, je mettais pas le Coca. Sur les autres, je mettais le Coca. Non, il est très bon le vin chaud à Dortmund d'ailleurs. Voilà, petit vin chaud et voilà, vous avez bien profité et puis en plus, Joël, toi tu viens de rentrer il y a à peine une demi-heure à la maison, tu déplaces. Quand tu peux rester là-bas, tu prends un plaisir différent quand tu sais que derrière t'as pas la route et machin. C'est un autre plaisir en plus quand tu peux prendre un hôtel ou un Airbnb. Franchement, c'est à faire.
C'est ça. Puis en plus, il y avait le marché de Noël. Tu as pu faire l'occasion aussi, comme on l'avait fait avec Vincent contre Villarreal. Donc c'est la bonne occasion. Voilà un peu le retour. Attends, excuse. Joël, pourquoi tu n'achètes pas un appartement sur Dortmund? Parce que je crois qu'ils sont en train de construire la rue Sabitzer. Peut-être que ce ne sera pas très cher, un appart là-bas sur place. Ouais, mais j'ai encore un crédit de maison en cours. On verra quand il sera fini. 2038, il est fini. À mon avis, la rue sera remplie de fantômes au vu de ses prestations sur le terrain. C'est peut-être pas le bon endroit pour investir. Donc voilà, un petit retour du coup sur votre déplacement. On a Erwan qui nous écoute également sur Twitch. Donc on lui prie un petit bonsoir. Au niveau de... on va partir sur le vif du sujet, la rencontre qu'on a tous vécue, soit devant la télé, soit en direct. On va commencer par la composition d'équipe. Toujours au poste de gardien, Gregor Kobel. Dans l'axe, Schlotti, Anton, Anselmino. À gauche, Svensson. À droite, Couteau. Dans l'axe, Nmecha, Sabitzer. À gauche, Brandt. À droite, Adeyemi. Et en attaque, le Guirassy, pardon. Bon. J'ai essayé de chercher quelque chose, je me dis non, arrête, commence pas, Guirassy, on va aller plus vite. Voilà, donc la compo, quand même quelques petites surprises quand même avec Anselmino qui faisait son retour dans le 11, Sabitzer aussi et Couteau, on va dire tout le côté droit. Tiens, je vais commencer Vincent avec toi sur cette compo, qu'est-ce que tu en as pensé? Composition basique. Composition cohérente. Après, j'avoue que j'étais quand même relativement étonné qu'il ait mis Couteau. Je m'attendais pas à ce qu'il mette Silva, je vais pas vous mentir, hein, même si j'avais toujours l'espoir, mais c'est pour ça que moi, dans la composition que j'avais prédit, entre guillemets, j'avais pas mis Silva parce que il l'a mis une fois titulaire, je pense que c'était déjà pas mal. Et retour d'Anselmino, donc du coup sur le côté droit de la défense, j'étais content de le revoir aussi de nouveau. Donc une composition qui me plaît. Après Brandt, titulaire, moi j'avais prévu Chukwuemeka, mais bon, il a fait plutôt un bon match, donc je vais pas critiquer. Par contre, Sabitzer, stop, je veux plus en entendre parler. Voilà, écoute, je pense qu'on va en parler, mais il n'a pas non plus été si catastrophique Oui, par rapport je crois que tu vas en entendre parler, Vincent. Voilà, donc Franck, t'en as pensé quoi, toi, du coup, de la compo? Rien? Non. Si tu veux, il a un effectif au complet. Ça doit être un des premiers entraîneurs qui a jamais blessé. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. C'est le premier entraîneur depuis... je dois même remonter dans les années 90 pour avoir un effectif complet. Et encore, sous Hitzel, j'ai connu les blessures. J'ai connu les blessures depuis que je suis fan du BVB. À se demander s'il n'y a pas, comme à Arsenal, un totem qui est planté là-bas. Donc, ça doit être un des seuls entraîneurs en mes 35 années de supporting du BVB qui a un effectif complet, quoi. Bon, il lui manquait l'apprenti cuistot aux gros orteils, mais autrement, ça va, quoi. Je veux dire, ils sont tous là, quoi. Je veux dire, franchement, il peut faire comme il veut. D'ailleurs, la preuve, je veux dire, on a fait 3 compos. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a fait une compo top. Non, personne n'a fait un 11 type. C'est vrai que c'est Kovac, c'est compliqué. Celui-là qui trouvera le premier, respect. Je le félicite d'avance, parce que c'est du haut vol. On en reparlera parce qu'avec le 11 qu'il a fait là aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être le 11 mercredi, sachant que les changements ont été faits, mais vraiment très rapidement. Et l'équipe a tourné, c'était fantastique. C'est une catastrophe, les changements, quand tu vois encore à 78e. Je me plaignais à l'époque avec Joël. Ouais, le Lulu time, on l'appelait ça. Maintenant, il y a du Kovac time. Alors, c'est encore pire, je veux dire. Alors là, c'est clair que les changements sont difficiles à se mettre en place. On gagne, les résultats sont là, le football pas là, mais les résultats sont là. Voilà, on se contente du résultat, c'est tout. En ce moment, c'est que ça. Mais on va en parler justement après. Kylian, du coup, toi, la compo, qu'est-ce que t'en as pensé?
Eh bien, j'ai quand même fait un 9 sur 11, donc c'était la composition que j'attendais, en fait, tu vois, à quelque chose près. La réalité, non, je vais quand même justifier sur 2-3 trucs. Je voyais Anselmino débuter plutôt que Chan, parce que juste, je vois plus Anselmino enchaîner les matchs que Chan, et il est toujours très bon, en fait. Donc, je voyais pas de raison de remettre Chan après le match de Leverkusen. Par contre, je voyais Schlotterbeck plutôt sur le banc, j'avoue, parce qu'il était sur une pente très, très, très descendante. Et alors que Ben Sebaini, dès qu'il rentre, il est bon. Donc, je voyais plutôt Ben Sebaini, c'est une de mes 2 erreurs. Ensuite, sur le couloir droit, pour moi, Ryerson, il sort de 2 matchs qui sont pas bons. Il fait un 0 sur 12 dans les duels face à Grimaldo, aucun impact. Donc, c'était logique pour moi de faire rentrer Couteau. Et devant, le seul point que j'avais en interrogation, c'était Brandt ou un autre. Mais pour moi, dans ceux qui peuvent jouer à ce poste, Brandt, depuis le retour de la trêve, c'est celui qui est le meilleur, je trouve. Donc voilà pourquoi je l'ai mis lui. Sabitzer, par contre, j'ai toujours pas explication. Je l'ai déjà dit, mais Bellingham sera toujours la bonne réponse quand il faut mettre un double pivot à côté de Mecha. Ce sera jamais quelqu'un d'autre que Bellingham tant qu'on n'a pas recruté un autre milieu. Peut-être cet hiver, peut-être pas. Donc moi, je mettrai toujours Mecha Bellingham en fait, parce que imagine, parce que dans ce match-là, Mecha manque de se blesser. J'ai failli avoir un arrêt cardiaque devant mon écran. Ouais. Je voyais le double pivot grosse Sabitzer contre Bodø. Je me tirais déjà les cheveux. Donc, non, mais moi, je suis satisfait. Attends, je suis tu risques satisfait. de le voir. Hein. Ouais, c'est ce Oui, que oui, j'allais dire. oui, c'est vrai. Il serait pas étonnant de le voir peut-être grosse titulaire contre Bodø, parce que je pense qu'il y aura un gros turnover sur cette composition-là. Donc, C'est vrai. c'est vrai mais c'est vrai que, bon, on va en parler, mais le genou de Nmecha, j'ai fait ouh. Ah, ça, il n'y a plus personne. On va jouer Ah à ouais. 10 voyez derrière. la civière arriver. Hein. Il y a la goutte qui commençait, je commençais à être blanc Ouais. comme un cul, quoi. Donc, Ouais. je me suis dit, Ne là, vous on a plaignez tout pas, notre milieu de terrain, il ne sert pas à faire du jeu, donc il se blesse, Non. il se blesse. Hein, parce que le milieu de terrain, à part. Bon, là, on a vu une activité défensive quand même sur ce match-là, qui était déjà pas mal, quoi, je veux dire. Mais je cherche toujours l'apport offensif. Hein. Ouais. Non, c'est juste dans le sens où Nmecha, c'est le seul au milieu de terrain Oui. qui se bouge un peu et qui propose quelque chose par rapport aux Ouais. autres. Donc c'est vrai que je pense que ça aurait fait très 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 mal. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Joël, du coup, je te laisse le mot de la fin sur la compo. Je suis content quand on a vu la compo, on était avec Vincent, que Couteau était titulaire. Ça, j'avoue qu'on on était au Strobel, on était bien content de voir Couteau. Après, je pensais pareil que Kylian, je pensais que Schlottier allait sortir, surtout après ses quelques prestations, et surtout que Chan avait fait un bon match contre Leverkusen, mais Kylian a raison, enchaîner pour lui, c'est encore un peu compliqué. Mais Baini, qui était l'un de nos meilleurs défenseurs depuis ses blessures au dos, le pauvre, il a plus aucun temps de jeu. Hein. C'est fini. Hein. Il est sorti, le pauvre. Ouais, c'est Mais clair. après, Question, oui. il est encore là avec nous quoi, la semaine prochaine et après c'est fini, hein, je pense que c'est ça. Ouais, jusqu'à Gladbach. Ça commence le 19, je crois. Donc, ouais, ça. Ah bah même avant Gladbach, alors il sera parti, je crois. Et après, Oui. on Sabitzer, voilà, voilà. Le reste. Ouais, c'est vrai que Ben Sebaini, ça reste quand même un gros point d'interrogation. Hein, Oui. C'était quand même dans le 11 type tout le temps et Tu très pouvais bonne pas le sortir. prestation. Et puis là, il a vraiment plus aucun temps de jeu. Donc, on en avait parlé, je crois, la semaine dernière en mettant l'hypothèse est-ce qu'il y avait la CAN et éviter les blessures. Est-ce que l'Algérie avait mis aussi un veto en disant on a besoin de ce joueur. Mais je pense que si tu es professionnel et tu as envie d'avoir du temps de jeu, il n'y a pas ce genre de veto quand même dans une équipe. Bon, après, tout est possible dans le foot. Ça c'est Ça déjà avait vu. pas l'air D'autant qu'en plus, sa blessure au dos, elle sort un peu de nulle part. Hein. Personne n'a été témoin de quand, de quoi, des Puis circonstances. ça fait un bail, sa blessure au dos, si tu regardes. Ouais. C'est à À la limite, dernière trêve, ouais. il revient un moment, de l'Algérie avec ça, avec le mal de dos, je crois, ou même avant, c'était un peu. Donc, Ah, ouais. on s'est peut-être trompé hein, sur Couteau. C'est peut-être Ben Sebani qui a fait les joies de la femme de Kovac. Hein. Et il a dû se bloquer le dos. Écoute, peut-être, on sait pas. Bon, allez, trêve de plaisanterie, allons au vif du sujet. Donc, du coup, bon, tout le monde le sait et l'a vu, victoire de 2-0 contre le TSG Hoffenheim, but de Brandt à la 43e et but de Schlotti à la 60e. Bon, comme d'hab, on va se diviser le débrief en deux périodes, première et seconde.
Première période déjà, on attendait un Dortmund qui réagisse suite à son élimination de mardi contre Leverkusen. C'était le minimum qu'on attendait. Bon, première période, pas folichon, des équipes qui avaient du mal dans le dernier tiers. De la vitesse un peu portée vers l'attaque, mais au final, les occasions étaient moindres. Je crois qu'on est seulement sur 2 tirs de Dortmund en première période et 1 pour le TSG. Donc, très très pauvre, on va dire. Tiens, Franck, je commence avec toi sur la première période. On s'est fait chier, quoi. Mais alors, royalement, quoi. Chier. On s'est fait bouger au début, franchement. Hein. Tu vois qu'il y avait des problèmes de placement, surtout entre Couto et Anselmino. Tu as eu beaucoup qui passaient du côté de chez eux. Avec dans Touré, l'intervalle. Ouais, dans l'intervalle. On s'est fait bouger. On a eu un peu de mal parce qu'ils avaient, je pense, un schéma tactique qui pouvait nous gêner. Ils ont joué avec leurs armes, hein, je veux dire. Et, après, il n'y a rien d'extraordinaire en première mi-temps. Hein. Comme tu dis, il y a 2 tirs à 1, quoi. Je veux dire, très peu de jeu. C'était du cache-cache, du tactique. Ouais. Après, on peut noter, je sais pas, chez nous à la défense. À part les petits problèmes de réglage de première mi-temps, j'ai trouvé la défense bien placée. Schlotti a par contre fait cette fois-ci pour moi un match exceptionnel. L'homme du match. Hein. Ouais, l'homme du match. Pat Guillou l'a enfoncé, il l'a dit en deuxième mi-temps. Je pense que tout le monde est d'accord, il a fait un très très beau match. Quoi. Et, par contre, j'ai bien aimé quand vous après les 15 premières minutes, ça a un peu changé. Et quand vous regardez l'action du but, elle est magnifique. Quoi. Il y a 9 joueurs sur 11 qui touchent le ballon. Hein. C'est surtout, vous regardez le positionnement de Couto au niveau du but, il est magnifique. Parce que l'action part de Kebel, Svensson, tu as une transversale. Hein, et je crois que Couto est au milieu de terrain, pas sur son poste à gauche. Hein, et au milieu de terrain, il fait une remise. Et par la suite, ça arrive chez ADMI, il y a un dédoublement de Couto. Et une super belle action. Hein, je veux dire, Couto amène quelque chose offensivement que Ryerson n'arrive pas à amener actuellement. Quoi. Ouais. Ryerson n'a pas centré. Mais Couto arrive à faire des dédoublements qui sont quand même. On peut dire que Couto a très peu joué, mais dès qu'il a joué, moi je le trouve bon. Quoi, hein, je veux dire, surtout en tant que titulaire, je le trouve tranchant. Quoi, hein, je veux dire. À chaque fois, le petit jeu de mots comme ça. Mais oui, c'est clair qu'à chaque fois qu'il est titulaire, il fait des belles prestations et il est toujours à l'origine peut-être au minimum d'un but sur les rencontres. Donc c'est très très intéressant. À des agaçants, à savoir parler au juge de touche, à l'arbitre, du coup à ses adversaires, c'est fou. Alors qu'en deuxième mi-temps, il a commencé à jouer, mais quand il s'occupe que du ballon, c'est quand même très appréciable. Mais en première mi-temps, qu'est-ce qu'il est agaçant à percuter, à essayer de trouver des simulations de faute. C'est pas qu'il est connu sur toute la planète allemande. Je veux dire, tous les arbitres l'ont dans le viseur. Alors, je veux dire, joue au ballon, tu sais très bien le faire. Quand tu le fais, il le fait exceptionnellement. Quoi, je veux dire. C'est dommage en première mi-temps. Après, en deuxième, j'ai rien à dire. Il a de nouveau fait un très bon match. Mais c'est agaçant, quoi. C'est l'irritation. Alors bon, Guirassy. Ouais. Je vais faire un jeu de mots, c'est le trou noir. Hein. Mais, je sais pas. Alors, pourquoi pas continuer avec Sylvain, quoi, hein, je veux dire. Ouais. Ah. Bon, mais et Brandt, j'ai trouvé très bonne première mi-temps quand même. Je veux dire, il nous fait un tir qui est pas mal hein, quand il est excentré sur la gauche là. Après, très peu de ballons touchés quand même. Mais, 12, hein. Sur son but, il a 12 ballons touchés, pardon. Ouais, mais bon, sur la deuxième occasion, il l'a mis au moins. On va dire. Bon, après, on va dire, elle était plutôt simple à faire. Hein. Plat du pied sécurité, il n'y a pas. Mais bon, il nous en a loupé une plus franche contre Leverkusen, je veux dire. Mais voilà. Bon, et milieu de terrain, j'ai trouvé défensivement, le job était plutôt bien fait. Mais par contre, je ne vois toujours pas l'apport offensif. Quoi. Non, c'est. Sabitzer, offensivement, je ne l'ai pas vu du tout.
Je l'ai vu. Si à un moment, une fois, il récupère un ballon, il fait une percée au milieu. Après, c'est tout. Voilà. Non, il n'y avait pas grand-chose. C'est vrai que c'est ce gros bémol, que c'est ce milieu de terrain, excepté Nmecha qui propose, mais sinon le deuxième ne sert pas. On ne sait pas trop quel est le rôle du deuxième milieu de terrain aux côtés de Nmecha. Brandt, c'était aussi également au passage son 200e match sous la tunique jaune et noire, donc il se récompense d'un but, donc c'est bien pour lui. Vincent, du coup. 3e but, 73e but, je crois, de Brandt, sous nos couleurs. Alors, j'ai pas le nombre exact, mais je sais que c'était son 3e de la saison. Je crois que c'est 2 en tant que remplaçant, un titulaire. Premier, titulaire, ouais. Mais voilà. Vincent, toi, t'en as pensé quoi, du coup, sur place de la première période? Après, de là où j'étais, effectivement, un round d'observation qui a duré 43 minutes, j'ai envie de te dire. Donc, c'était un petit peu, c'était pas ouf, quoi. Après, ouais, j'ai bien aimé Couteau. Schlotti, encore une fois, patron de la défense. Le but de Brandt, bon, il est tout fait, mais bon, fallait être là, encore une fois. Donc, effectivement, bravo à lui. Ça lui redonnera peut-être un petit peu plus d'entrain pour les prochains matchs. Nmecha, j'ai bien aimé, même si c'était pas du tout l'homme du match, mais j'ai une affection particulière pour ce joueur, donc j'ai du mal à parler en mal de lui. Sabitzer, bon, c'est peut-être possible qu'il a fait un meilleur match que d'habitude, mais même s'il en a fait un meilleur, personnellement, je m'en tape un petit peu parce que ce qu'on aime chez nous au Borussia Dortmund, c'est la régularité, et là, c'est loin d'être le cas. Mais bon, on va dire que la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Ok, bah écoute, nickel. Joël, toi, la première période, qu'est-ce que tu en as pensé? Et comme ça, je finis avec Kylian. Alors, ça fait longtemps, je pense qu'on n'a plus vu un but aussi bien construit à Dortmund. Oui. Je pense que ça doit. Parce que franchement, bon, à part certains qui sont allés pisser au moment où il y a le but, je pense que ceux-là, ils l'ont raté. Pas moi. C'est pas Vincent, c'est Jordan. Ah. Ouais, non, mais ça fait. Ce but, dans sa construction, dans sa conception de tout, Ouais, il était beau. du départ, est vraiment. Mais exceptionnel et peut-être un peu exagéré, mais vu nos prestations, on peut utiliser ce mot-là. Il était, mais. Ouais, on va dire exceptionnel parce que tout le dédoublement de couteau, ADMI, enfin c'était vraiment le seul truc à retenir de cette première mi-temps, c'est la construction du but finalement, parce que le reste il y a pas grand-chose à dire sur la première mi-temps. De toute façon tout a été dit, mais ce but, comme dit la construction de ce but, si on en voyait plus des comme ça, ce serait pas mal. Ouais. Bah, de toute façon, Kovac l'a un peu souligné quand même dans sa conférence de presse en disant que l'action était jolie et qu'elle était travaillée à l'entraînement, apparemment. Oui. Et, J'espère qu'il travaille quelque chose à l'entraînement quand même. Parce que on ne sait pas quoi. Le mec te dit c'est le hasard, on est dans la merde. Bon, au vu de ce qu'il dit en conférence de presse, il serait capable de nous claquer, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'était vraiment. C'était beau. Ce but est vraiment beau. C'est vrai. Ouais. Ça faisait plaisir à voir. Oui, et toi, oui. Et Kylian, toi, pour finir, tu as quelques petites stats sur cette première période à nous sortir? Mais pourquoi il est beau, le but? Il est beau par sa construction, d'accord, mais il est beau parce qu'enfin, tu trouves un joueur derrière la ligne défensive, en fait. C'est ça. Parce qu'enfin, ça ne vient pas d'un centre ou d'une frappe à 20 mètres ou d'un penalty. Et c'est je crois qu'on a à moins de 15 ballons depuis le début de la saison. C'est catastrophique. De toute façon, cette stat, je reviens dessus tout le temps. Et dès que j'ai vu Couteau faire cet appel-là, et que je l'ai vu toucher la balle, je me suis dit, oh putain, plus un. C'est incroyable, quoi. Ça. Et après, ça fait but. Donc, sur la deuxième frappe de Brandt, c'est vrai que Brandt, c'est le seul, en fait, à avoir proposé du danger par sa frappe excentrée en surface en première période. Mais juste pour revenir sur Couteau, pour moi, il fait un super match, Couteau, parce que dans plein de catégories, c'est le joueur qui a complètement dominé les débats. Par exemple, c'est le joueur qui a le plus de dribbles réussis dans le match. C'est le joueur qui a créé le plus d'occasions. C'est le joueur qui a réussi le plus de passes dans le dernier tiers aussi. Et il est à 100% de réussite sur les tacles. Pour moi, Couteau, à bien des égards, il fait un top match. Maintenant, en dehors de ça, il y a vraiment... J'ai perdu Maxime? Non, moi je suis là. Je te vois plus. On ne voit plus. C'est quoi ce bruit là? Et ouais, ça grésille. Et on ne le voit plus. Et vous ne me voyez plus? Ah non, on ne voit plus. on t'entend. Mais vous m'entendez?
Il vient de dire quasiment, c'est dégueulasse. Attendez, je vais quitter, je vais revenir. Ça, je sais pas, j'ai eu un écran, ça fait écran noir. En fait, ça a tout bugué. C'est pas la La faute à Guinée est Vincent. passée par là. Vincent, je te défends depuis hier. Hein. Ok, c'est bon. Je vais continuer donc sans Maxime. En fait, dans tous les autres secteurs du jeu, il n'y a pas un secteur où tu es meilleur qu'Offenheim de la première période. Par exemple, ils ont tiré plus que toi. Ils ont taclé plus que toi. Ils ont fait plus de passes que toi. Ils en ont réussi plus que toi aussi. Ils ont remporté plus de duels aussi. Il n'y a pas un secteur où tu es meilleur, à part le but du 1-0 finalement de Brandt, qui honnêtement sauve les meubles parce qu'à la mi-temps, ça ressemblait quand même fortement à une mi-temps d'un bon 0-0 de merde, hein, franchement. Okay. C'est bon, là, je parle. Ouais, c'est bon. Ah, bien joué. Il est fort. Je ne l'ai pas sorti, vous avez bien vu, joué. pas me faire berner. Bien joué, Maxime. Oui, ouais, bon. désolé, ça a dû bugger, parce que c'est vrai que j'ai vu, il n'y avait plus personne, en fait. On a eu un écran noir, et hop, c'est revenu. Donc, je pense qu'il y a eu une sorte de petite coupure. Je pense qu'on a fait le tour sur cette première période, hein, qui était un peu au néant, à part ce but de Brandt. Au niveau de la seconde, alors pour une fois, oui, vas-y. J'ai une question parce que j'ai pas regardé encore le résumé. C'est une grosse simulation de Guirassy? Non, c'est pas une simulation. Parce que moi, je suis trop loin pour le voir. Comme dit, j'ai pas regardé le résumé. Je n'ai aucun retour dessus. Il n'y a pas de faute. Voilà. Exact, je suis d'accord. Comme le dit la loi 12, en tant qu'ancien d'arbitre, il faut que la faute soit intentionnelle. Le problème, Guirassy arme et touche le genou du joueur adverse. Mais le joueur adverse ne fait pas de geste intentionnel pour faire de faute sur Guirassy. Oui. Ok. Décision tout à fait, juste. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Après, chacun interprète. Oui, non, mais c'est comme dit, je n'ai rien regardé. Et de là où on était, t'es à l'opposé. Comment tu veux dire? Il y a faute, il n'y a pas faute. Les mecs, le mec à côté de moi, il croyait qu'il y avait pénalty. Genre, il avait des jumelles pour voir jusqu'à l'autre bout. Mais à un moment, je veux dire, il y a la VAR, il y a tout ce qu'il faut. S'il y a faute. Quand tu regardes en vitesse réelle, tu peux supposer tout, je dirais. Oui, c'est ça aussi. Tu as la vitesse de l'action. Mais quand tu vois bien le ralenti, tu vois qu'il n'y a aucune intentionnalité de faire une faute. Et comme le dit la loi 12, qui sanctionne tout ce qui est coup franc, pénalty, coup franc indirect, il faut une intentionnalité de faire une faute. Et là, il n'y en a pas du tout. Enfin, pour moi, pour ma vision, je dirais. Après, ça va dépendre encore une fois de l'arbitre, etc. Parce qu'on l'a vu quand il y avait eu le penalty sur Schlotti, je crois. C'est pareil un peu. Hein, ils se tapent entre eux. J'avais dit que pour moi, il n'y avait pas pénalty sur la faute de Schlotti, je veux dire. Parce que pour moi, il n'y avait pas d'intentionnalité, je dirais. Mais pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là, de donner un pénalty, j'aurais trouvé ça sévère et. Ça peut siffler, ça, c'est clair. C'est déjà vu. C'est pas non plus une énorme faute, quoi. C'est minime. En plus, c'est vraiment le bout du talon, du pied qui touche. C'est pas tout. Donc, il est resté un long moment par terre. Hein. Oh. À vitesse réelle, c'est fort quand même de pas la siffler justement, parce qu'il y a tout à fait. Le gars, Guirassy, il tombe naturellement parce qu'il y a un contact, tu vois. Mais moi, j'aime bien cette façon d'arbitrer là de Bach-Stubner sur ce match-là. J'ai bien aimé sa façon d'arbitrer, donc en faveur du jeu, en fait, toujours en faveur du jeu. Et dans la même veine, le match contre Leverkusen, c'était Stiller, je crois, l'arbitre. Pareil, en faveur du jeu aussi. Si on pourrait avoir plus d'arbitrage qui ne coupe pas les matchs, déjà qui sont difficiles à regarder parfois, et qui fluidifie le football, c'est plus plaisant pour tout le monde. Et oui, il n'y a pas pénalty pour moi. Tout comme il n'y a pas de faute sur Adeyemi non plus. Quelques minutes plus tard, Adeyemi, ils foncent sur le mec en fait. Donc, y a pas de faute. Il va faire percussion sur le joueur, tout à fait comme dit Kylian. Ouais. Ouais. Et comme dit Kylian, une chose qui est vraiment appréciable, c'est un arbitre qui se rend au service du jeu et qui est le plus discret possible. Ouais. Et là, on voit alors, je veux dire, c'est les équipes qui font le jeu, et pas l'arbitre. C'est pas l'arbitre qui doit faire le jeu et influencer sur le jeu, Ça doit être les équipes, Et moi, pareil, je suis pas un fan de Bach-Stuber normalement, mais je l'ai trouvé bon, même très bon.
et comme l'a été Stiller, quoi, je veux dire. Mais bon, ça, encore, c'est ma vision, quoi, moi, quoi, je veux dire. Moi, je suis pareil, je suis entièrement d'accord avec vous deux. C'est clair que l'arbitre a été il était, on le voyait ni plus ni moins, et bonne décision sur quasiment l'intégralité du match. Donc ça faisait plaisir. Voilà, pour la première période, on va partir sur la seconde. Alors, le Dortmund qui repart quand même bien en cette seconde période, parce qu'on a une belle petite occasion de la tête de Svensson direct à la 49e minute. Donc ça faisait plaisir de revoir un Dortmund qui attaque dès le début, parce qu'on avait plutôt avoir tendance à mettre le pied sur le frein et dire bon, on va voir ça un peu plus tard. Qui c'est qui veut commencer? Tiens, Joël, je commence avec toi pour la seconde. Pardon. Pardon. Tu m'as surpris là. Ouais, la seconde était, on avait un peu plus d'occasions, et puis je noterai que ça fait quand même, je crois, 2-3 matchs, on a eu de la chance d'attaquer la deuxième côté de la Sud. Ouais. Parce qu'il me semble Ouais. que Stuttgart, ils avaient gagné le toss, ils avaient changé, Leverkusen aussi, et t'as comme l'impression que, ouais, effectivement, on dit toujours le mur et l'apport du public change un peu ta physionomie de match, et on l'a, enfin moi je l'ai ressenti. Ça a aidé pour peut-être mieux commencer, et puis surtout qu'il n'y a pas eu les 12 minutes non plus juste de grève. On les a pas eu. On a vu que ça a eu quand même un impact, je trouvais, dans la deuxième mi-temps était quand même meilleur. Après, bon, Hoffenheim n'a pas été dangereux non plus. Pas non plus. J'attendais peut-être un peu mieux d'Hoffenheim, parce qu'ils étaient quand même cinquième, ils avaient quand même fait de très très bons matchs avant. Je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Mais après, Dortmund les a aussi empêchés de jouer. Ça, je crois que Kovac l'a dit en conférence de presse aussi, que c'est peut-être plus Dortmund qui a embêté Hoffenheim, que Hoffenheim a été moins bon. Et puis après, oui, on a un deuxième but qui soulage un peu tout, d'une magnifique frappe de Schlotterbeck, dont Vincent s'est levé comme un seul homme. C'était génial. Ouais, en plus c'est une volée un peu glissée, hein, parce qu'à tout moment le ballon pouvait partir Pas en tribune. Hein. Dans tribune, hein, c'est clair. Et au passage, puis... le dernier but de Schlotti était aussi contre le TSG Hoffenheim. En plus. Défaite 3-2. Voilà, c'est ça. Ouais, ça, le deuxième a un peu soulagé. On a senti un gros ouf de soulagement. Bon, même si à Dortmund 2-0 soulagé, on sait qu'il en faut un peu plus. Mais ouais, non, on l'a senti quand même que le 2-0, voilà, t'étais un peu plus tranquille. Parce que comme dit Hoffenheim, je trouve, n'a pas été trop dangereux. Non, il fallait mettre ce deuxième, parce que bon, tu voyais qu'aussi Hoffenheim, il n'aurait pas fallu 50 occasions pour la mettre au fond. Même voilà, si on l'a dit, il n'y a pas eu énormément d'occasions pour eux. Du coup, Vincent, la seconde période et cette exultation sur le but de Schlotti. Écoute, une deuxième mi-temps beaucoup plus passionnante, en tout cas à mes yeux. C'est vrai qu'effectivement, malgré le but de Schlotterbeck où j'ai explosé, parce que ça m'a vraiment fait plaisir déjà de le voir marquer, parce que ça a un petit peu récompensé le beau match qu'il fait, en tout cas contre Hoffenheim. Je me suis pas senti, malgré tout ça, je me suis pas senti tout le long du match, d'ailleurs du début jusqu'à la fin. Alors peut-être qu'on n'a pas regardé le même match, mais je me suis pas senti du tout en danger. J'ai pas vraiment. Alors peut-être que quand j'étais dans la Sud et que les actions étaient niveau nord pour Offenheim, j'ai peut-être pas tout bien vu, mais en tout cas en deuxième période, je me suis pas senti du tout en danger. On avait peut-être du mal à concrétiser certaines occasions pour notre part, mais Offenheim ne m'a pas fait peur. Après les entrées de certains joueurs, des joueurs qu'ils ont remplacés, je les ai pas trouvés non plus très très impactants, mais on a fait pour 10 minutes. Ouais, c'est vrai. 70e, 80e, 90e, 90e et 93. Qu'est-ce que tu veux que les joueurs impactent? L'entrée de Ryerson. Ryerson, tu l'as sorti de sa sieste, le pauvre. Mais d'ailleurs, tu vois, en parlant de ça, j'ai quand même trouvé assez. On n'aura peut-être pas le même avis, hein, mais j'ai trouvé quand même assez petit du match que nous fait Guérassi pour le faire sortir à la 86e minute.
Et faire rentrer Silva, j'ai trouvé ça dégueulasse. Personnellement, hein. C'est le terme que je vais utiliser. D'ailleurs, je souhaite au passage qu'il sera titulaire pour le match de Ligue des Champions, Silva. Parce que là aussi, il y en a marre de voir les prestations de notre attaquant. Même s'il a peut-être apporté 2-3 petites choses positives, je trouve que pour moi, il n'a plus rien à faire au club, hein. Voilà, ça c'était mon petit point de vue personnel. Mais voilà, victoire méritée du Borussia Dortmund et je suis vraiment content de cette victoire. Ouais, c'est bien, tu as souligné le cas Silva. C'est vrai qu'on l'a vu un peu à la fin quand il célébrait devant la Sud. C'est le seul qui sautait pas avec les autres joueurs. Et que dès que ça s'est terminé, c'est le premier à partir. Il était vraiment blasé, je pense, le pauvre. Franck, du coup, toi, sur cette seconde période, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, on est bien rentré. Par rapport à Stuttgart, on est quand même mieux rentré. Bon, Vu ça qu'on va. s'est procuré l'occasion de. Alors, il y avait la première dame qui passait derrière. Ah, j'ai vu un truc blanc, j'ai cru que c'était Sabitzer entre Casper et Santos. Non, on est bien rentré en seconde mi-temps avec l'occasion de Svensson, comme tu l'as démontré. Après, comme l'a dit Pat Guillou, tu as vu qu'à partir de la 60e, Hoffenheim a baissé d'intensité physiquement, hein. Je les ai trouvés à partir de la 60e, ils étaient bouf. Il y en a certains qui tiraient déjà bien la langue. Bon, eux ont fait leur changement un peu plus tôt, mais ça n'a pas trop pesé. Donc on a maîtrisé jusqu'au but de Schlotti, hein. Joli but, hein, malgré qu'il glisse, hein, je veux dire, mais au moins il y a l'envie de vouloir faire quelque chose. C'est le Schlotti qu'on aime, quand il est engagé, volontaire, rageux. Et c'est ça qu'on aime, quoi, je veux dire. Et, donc, On le voit sur la célébration, hein, ouais, on voit qu'il y a une libération quand même sur tout ça. Après, comme l'a dit Joël, hein, il revient de blessure. Hein, c'est quand même. Il doit y avoir de la frustration pour pas mal de choses. Hein, je veux dire, tu mets du temps à revenir et après, tu as des contre-coups. Hein, c'est normal que ce soit physique ou mental. C'est quand même un passage qui est dur, quoi. Hein, je veux dire. Et on sait que Schlotti est quand même un combattant de la première heure et un combattant comme on l'aime, hein, quoi, je veux dire. Mais comme dit, après, bon, bah. Je comprends pas ces changements. Je suis désolé de Kovac. Alors, il va me faire mentir mercredi, je dirais mea culpa, c'est qu'il change. Je veux dire. Parce que sinon, je comprends pas. Hein. Parce que pour faire rentrer les joueurs à 79e, 80e, 90e, 90e et 93e, et c'est quoi je comprends pas. Je veux dire, quand tu as un attaquant qui est mauvais, tu le sors un moment, non? À 60, 60. Il l'a sorti, Guirassy, dans un match à la 60e où il a vraiment été nul. Bah ouais, la Je sais dernière plus fois. lequel c'était. Leverkusen? Leverkusen, en coupe, je crois. Non, Leverkusen avant. En championnat. Donc, il peut le faire. Tu peux le sortir quand il est nul, en fait, à la 60e. Personne ne te dira le contraire. Mais tout le monde lui dira, bah c'est bien, mais là, non. Là, non, je suis désolé, mais tu fais Bellingham à la 90e, je veux dire, et c'est quoi les messages, quoi, je veux dire, je ne comprends pas, quoi, je veux dire. Ce football minimaliste est toujours. Ok, c'est très bien défensivement, j'ai rien à dire. On a 11 buts encaissés, c'est ça, messieurs? Ok, d'accord. C'est le meilleur total depuis un bout de temps, je suis d'accord. Mais tu peux faire autrement. On en parlait dernièrement, on va peut-être en parler après quand on parlera des jeunes, quoi, je veux dire, donc je ne vais pas évoquer le sujet, quoi. Mais. C'est l'image que tu donnes encore à ton groupe et à tous ceux qui sont sur le banc de dire bah. Ouais, vous êtes là, vous êtes la dernière roue du carrosse. Ouais, on va reparler après quand on évoquera les jeunes, parce que je ne vais pas le dire maintenant. Mais quand tu vois ce soir le message qu'il adresse à Duranville. Ah, tu le flingues. Ouais, franchement, moi je suis Duranville, je me casse. Hein. Ouais, bah oui. On peut en parler justement, ce que je me l'ai noté. C'est vrai qu'en conférence de presse, voilà un peu ce qui Kovac sort quand même. Il y a beaucoup de concurrence dans l'équipe, c'est difficile pour lui. Nous sommes au Borussia Dortmund, il y a de très bons joueurs, lui y compris, mais les autres sont meilleurs. Alors, il a déjà mis une balle perdue à Bayer, et là, Duranville, il se prend une cartouche au passage, qu'il n'est même pas dans le groupe, qu'il est chez lui. Rien demander. Voilà, c'est ça. Donc, il n'a rien demandé, le mec. Non, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé du tout. T'en sais rien, non, t'en sais rien s'il n'a rien demandé. C'est peut-être le journaliste qui a dit et alors, quel sera vos plans pour Duranville, tu vois. Si le journaliste pose cette question, il est bien sûr qu'il va parler de Duranville, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, Oui. mais reformule tes propos. Je veux dire, là, tu désignes ton joueur en public et Voilà. tout. En communication, tu peux toujours dire, ouais, Duranville travaille fort à l'entraînement. Surtout, je veux dire, après, tu peux penser ce que tu veux, mais médiatiquement, quoi, je veux dire, c'est quoi ça, quoi, je veux dire, C'est ça. Je suis désolé, je veux dire, on sait que Kovac n'a jamais été un producteur de jeunes. Là où il est passé, je ne sais pas qui l'a sorti comme jeune, hein, mais là, À l'AS franchement, Monaco, il avait sorti 2-3 jeunes quand même, mais après, sans plus. Quoi. C'est pas son profil, c'est pas son style bon, parler d'entraîneur. de la deuxième mi-temps, on reviendra plus tard, quoi, je veux dire, Ouais, mais donc, bon, ouais. les changements, je ne comprends pas, hein, je veux dire, mais bon, il va me faire mentir mercredi, donc mea culpa, et de toute façon, il a les résultats pour lui, hein. Je crois que c'est 22 matchs ou 21 matchs, c'est 3 défaites. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On va dire, Franck, il râle pour rien. Regardez, on gagne. Ouais, on gagne. Et la méthode, elle va prendre combien de temps? Je demande à voir, on peut m'enregistrer et on en reparlera peut-être dans quelques temps, quoi, je veux dire. C'est ça. Voilà. C'est qu'on retient que la victoire et en fait, on retient pas la manière et la façon de jouer qui est Mais très bien. après, ce que je ne comprends pas, c'est que, je veux dire, on est un club, donc on a une formation avant, mais là, je ne vois pas ce que ça sert de nous former des U15, des U17, des U19 et d'avoir une équipe réserve et de faire monter quelques talents pour qu'ils te cassent la gueule après, quoi, je veux dire, quoi. Ouais, On en reviendra. on en parlera justement après avec l'U23. Kylian, c'est toi qui as le mot de la fin pour cette rencontre. Franck l'a plutôt bien résumé, parce que Hoffenheim, ils ont beaucoup le ballon quand même, hein, en seconde période. Hein. Mais malgré le fait qu'ils ont beaucoup le ballon, ils n'en ont pas fait grand-chose. Il n'y a pas énormément d'occasions. C'est le football de Kovac, c'est ça, c'est une forteresse. Si tu n'arrives pas à la prendre, tu te fais des passes jusqu'à... Yann, tu as la stat de la possession, pardon. Tu as la stat de la possession, parce que je crois qu'à un moment, même Hoffenheim passe devant nous, à un moment, je veux dire, hein, au niveau possession ballon, quoi, je veux dire, quoi. Alors, sur l'ensemble du match, c'est 57-43 pour Hoffenheim. En première période, c'est 51-49 pour Hoffenheim. Et en seconde période, c'est 63-37 pour Hoffenheim. Donc le football a été proposé plus par Hoffenheim que par Dortmund dans la seconde période, mais pour ne rien en faire, puisqu'au final, leur tir, c'était plutôt des tentatives désespérées, à part à un moment donné, où il y a leur défenseur central qui se retrouve seul face à Kobel et qui la fout dans la lune. C'est leur vraie seule tentative, en tout cas que moi je me suis noté. Mais après, ils ont perdu les duels en fait. Parce qu'il n'y avait plus la forme physique, il n'y avait plus le tranchant. Les duels qu'ils gagnaient en première période, en seconde, ils les avaient perdus. Ça, c'était pour revenir sur la prestation d'Hoffenheim. Mais pour Dortmund, Adeyemi, il n'est pas revenu du vestiaire. Pour moi, il est resté à la douche. Hein. Il a disparu, mais complètement. Il a touché que 6 ou 7 ballons, je crois, jusqu'à sa sortie très, très, très tardive. Brandt aussi, absent en seconde période. Alors lui, avec le ballon, il s'en a un petit peu mieux sorti que Adeyemi, j'ai trouvé. Mais globalement, c'est le football de Kovac, quoi. C'est un mec qui maintenant il est passé professionnel en 90. Donc tu vois, ça fait 35 ans maintenant hein, qu'il est dans le milieu professionnel du foot. Ça fait 35 ans qu'il côtoie des coachs, des joueurs, des clubs différents. Et toute son expérience et toute son expertise qu'il a peaufiné pendant toutes ces années l'ont emmené à penser que pour gagner, il faut sécuriser l'arrière. Si tu prends pas de but, tu peux pas perdre. Et en fait, oui, dans les résultats, ça se traduit parce qu'il a le meilleur ratio de points depuis Thomas Tuchel. Hein. Donc ça fait 10 ans en fait. Donc tu peux pas lui reprocher grand-chose, même si tu t'amuses pas. Effectivement, moi je m'amuse pas quand je regarde Dortmund en ce moment. Je prends pas mon pied. Il y a un gros paradoxe, c'est que dans les matchs, les changements, il en fait soit pas, soit à partir de la 80e. Et pourtant, il n'a pas de blessés. Sachant qu'on se souvient, alors je ne sais plus quel joueur avait déclaré ça, mais lors de la prise de pouvoir de Kovac, il y a un joueur qui avait déclaré, la première chose qu'il a dit, c'est les gars, maintenant c'est fini les vacances, quoi, parce que vous êtes tous gros, vous êtes tous fatigués. Maintenant, la méthode Sahin, c'est fini, on va commencer à s'aiguiser. Et la preuve, c'est que depuis, Adeyemi peut faire des matchs complets, alors qu'à l'époque de Sahin, en début d'année, à la 60e, il sortait tout le temps parce qu'il était rincé, lavé. Donc Kovac mise plus sur pas vraiment un 11 type, un groupe de 15-16 joueurs et les alterner en fonction des compétitions. Depuis le début de la saison, c'est ça. Les résultats parlent pour lui, tu peux pas te plaindre. Tu as perdu 3 fois, sachant que contre Leverkusen, tu as été la meilleure équipe. Tu as tenu tête au Bayern à Munich pendant toute une mi-temps.
Et à Manchester City, où il y a un crash système, ça arrive, mais tu joues le meilleur City depuis 2 ans. Donc c'est tout un paradoxe, et puis c'est aussi une vision du football qu'ils affrontent, tu vois. Kovac, c'est froid, c'est pragmatique, c'est clinique, et il se donne les armes pour, et au moins il a au moins pour lui l'idée d'aller au bout de ses convictions, et puis tu l'as prolongé il y a très peu de temps, donc moi ça m'intéresse de continuer avec lui, même si on va pas s'amuser. J'en ai marre de cette valse des entraîneurs à Dortmund. C'est pas comme ça que tu résous les problèmes, à mon avis. Ouais, c'est clair que c'est pas en changeant chaque saison que c'est comme ça que tu vas réussir à fonder un groupe et à faire quelque chose dans l'avenir. Bon, bah écoutez, ce qui est bien, c'est que grâce à cette victoire, donc encore une victoire contre une équipe du top 5, le BVB a profité quand même un peu des faux pas des poursuivants et des personnes de devant. Donc voici un peu les résultats du week-end. Donc on avait commencé vendredi avec une victoire de Gladbach à Mainz. Donc, C'est toujours carnaval. C'est toujours carnaval, et Gladbach qui revient très très bien dans la course. On va pouvoir le voir dans le classement. Parce que, Gladbach, c'est phénoménal, Gladbach. C'est inespéré ce qui se passe à Gladbach. Ouais. À noter à Mainz l'arrivée d'Urs Fischer. Hein. Ouais, c'est vrai, un spécialiste de la montée, du maintien surtout. Voilà, donc on va voir si ça va leur faire du bien dans les prochaines rencontres. Le Bayern qui s'impose 5-0 contre Stuttgart, le Wolfsburg 3-1 contre l'Union. Alors ça, c'est la petite surprise, c'est Augsbourg qui s'impose 2-0 contre les Leverkusen. Grosse surprise, donc, c'est bien psychologique du changement d'entraîneur. Donc oui, c'est vrai, parce qu'il y avait aussi Wagner qui s'est fait limoger du côté d'Augsbourg. Donc voilà, la grosse surprise de la journée. Mais ils ont trouvé quelqu'un ou c'est un intérim à Augsbourg? C'est un intérim. C'est un intérim, ok, d'accord. Donc ça, j'en étais... Heidenheim qui s'impose 2-1 contre Freiburg. Dans les arrêts de jeu. Ouais, ça va être dur pour Fribourg, sachant que c'est notre prochain adversaire, si je dis pas de bêtises, le week-end prochain. Ouais, à l'extérieur. À l'extérieur. Köln qui fait match nul contre Sampaoli. Alors, Leipzig qui fout un set de tennis à Francfort. Alors, cette équipe de Francfort, c'est fou. Un mystère. C'est la plus mauvaise défense de la Bundesliga. C'est ce que j'allais dire. Incroyable. Ils sont 7e. Ils ont pris presque 30 buts. Incroyable. Ouais. 29 buts. Hein. 29 buts. J'ai regardé les statistiques. Je commence à me transformer en mini Kylian. Et il me donne le virus des stats. J'adore les stats, mais surtout dans les sports US. Mais quand même, une équipe qui est 7e, 29 et plus mauvaise défense. Quoi. Ah, c'est 28 buts marqués, hein, si j'ai bien vu, et 29 encaissés. 28-22. Donc une différence de moins 1. Et c'est vrai qu'eux sont capables de tout ou de rien du tout. Donc après, j'ai pas vu le match, donc je peux pas en parler. Mais je pense qu'au vu du score, ça a dû être long. Le résultat parle de lui-même. C'est clair. Le dimanche, du coup, on avait un Hambourg-Bremen. Donc c'était un petit derby du Nord, si je me trompe pas. Oui. Donc Hambourg. Plus rien n'arrête Hambourg. Ouais, Hambourg qui est en très très grande forme, et avec un but que Kylian, c'était qui l'attaquant? Le défenseur central, Vuskovic. Défenseur, pardon. Ok. Donc voilà, un beau but à la Zlatan, comme tu nous as dit. Exact. Donc voilà, et ça s'est fini le 10 par nous avec une victoire de 2-0 contre Hoffen. Au niveau du classement, du coup, Dortmund consolide sa 3e place avec 28 points, toujours le Bayern en tête 37, Leipzig 29. Bon, il y a un petit fossé quand même qui se creuse entre le 2e, 3e et le 4e. Donc Dortmund, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Ouais, voilà. Le Bayern, tu as 2 autres et le reste. Et c'est ça. Parce qu'après, ça se serre. Leverkusen 23, Hoffenheim 23, Stuttgart 22 et Francfort 21. Et là, pareil, tu as encore un petit trou avec Köln qui a 16 points. Au niveau des dernières places, on est toujours sur Heidenheim, Sampaoli, Mainz. Bon, ça se dessine un peu, les trois derniers. Attention, Heidenheim est sur quoi 2 victoires de suite, je crois.
Oui, et puis Ah, oui. attends, parce qu'on disait la même chose. Regarde où est Ouais. Gladbach aujourd'hui. Ouais, Ils ouais, étaient voilà. derniers. C'est fou ce Ouais. qui se passe à Gladbach. Non, mais en réalité, le plus important, après ces 50 minutes de discussion, c'est que ce week-end, on a breaké Leverkusen et Hoffenheim. Et c'est Ouais. bien là tout ce qu'il faut retenir. C'est ce que j'ai noté à Joël avant qu'il parte. Je lui dis, C'est demain, vrai. si on gagne, on fait un mini break. Bon, Ouais. après, avec la victoire à 3 points et nous connaissant, on peut toujours vite se faire rattraper. Mais par contre, c'est un mini break. On est à quoi 3 matchs de la trêve, hein, enfin, oui, c'est ça. 2. Oui. 2. Bah, Deux. si tu comptes pas celui de Bordeaux, on a plus que 2. On n'a plus que Fribourg et Gladbach. Ouais, voilà. Bon, de la trêve, pas au niveau calendrier, mais de la trêve au niveau De Noël, ouais. saisonnière, quoi, je veux dire. Il faudrait gagner les 2 prochains. Et franchement, voilà, on pourrait. Tu passes Ça Noël serait une magnifique dynamique. Hein. Et je pense que je sais même pas si ça fait combien de saisons qu'on n'a pas fait un beau parcours, en tout cas lors de la première partie. Je sais pas si tu peux me confirmer ça, Franck ou Kylian. Déjà qu'on Bah, c'est est vrai que 15 buts, souvent, qu'une défaite. souvent en décembre, on se casse la gueule de toute façon. Donc, c'est un peu le pire mois historiquement. Mais c'est vrai Ouais, que décembre. oui, récemment, on a des meilleurs Rückrunde que Hinrunde, quoi. En gros. Mais bon, dans l'esprit, avoir mis 5 points dans la gueule de Leverkusen et Hoffenheim, Hein c'est presque inespéré, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Puis bon, après, ça peut faire bien avant la petite trêve, comme tu l'as dit, Franck. Donc voilà, un peu au niveau du classement. Il y avait Joël aussi qui avait relevé ça tout à l'heure par rapport aux 12 minutes de grève, juste pour faire une petite aparté. Au final, victoire quand même des supporters en Allemagne, parce que toutes les décisions qui devaient être prises et être mises en place n'ont pas été finalement. On va dire que ça a été mis un peu de côté, ça ressortira sûrement plus tard, mais aucune décision n'a été. C'est un peu ça, Franck, pour résumer. Ouais. Ouais. Voilà. Comme quoi, le supporting en Allemagne a encore beaucoup de poids. On l'avait vu à l'époque quand on a fait les grèves de début de match avec les balles de tennis à droite et à gauche. Hein. À l'époque des matchs du lundi, hein, souvent les fans allemandes, je ne vais pas dire imposent leur loi, mais en tout cas, font réfléchir et font. Surtout sont entendus. Ouais, c'est ça. C'est surtout, en fait, c'est que tu aies des revendications, c'est une chose, mais que les Allemands écoutent leurs fans, pas comme dans certains championnats. Elle est là aussi la différence, c'est qu'ils ont eu l'ouverture d'esprit de se dire bon, les fans allemands, quand tu parles de ça dans l'Europe, c'est la référence dans les grands championnats. Et c'est d'être entendu et c'est ça surtout, je pense qu'il faut retenir. Je pense que les fans allemands sont aussi un peu plus malins que certains. On va dire certains. Parce que certains d'autres championnats, pour pas les citer. Voilà. Donc voilà. Bon, en tout cas, une très bonne décision. Et maintenant, on retrouvera Deschamps, du moins pour le moment, pendant l'intégralité des rencontres. On va se lancer dans le deuxième sujet avec les femmes et les U23. On va commencer peut-être le plus court, ça sera avec les Frauen, donc les femmes en allemand. Ils sont arrivés quasiment ils ont dépassé même la mi-saison, si je dis pas de bêtises. C'était le match retour, là déjà, contre Cologne de mémoire. Quoi, voilà. Donc, Regional Liga West, donc ce qui vaut à c'est quoi, c'est de la nationale, on va dire à peu près. C'est ça, c'est la 3e division allemande, hein, tout à fait. Voilà. Donc bon, une belle petite quand même seconde place. Ce qui est dommage, c'est ce week-end, il y avait un Köln, un Dortmund-Köln plutôt. Donc le premier contre le deuxième. Bon, un petit match nul, un partout. Alors Dortmund menait. Oui, vas-y. Non, vas-y Max, je te laisse. Non, je te laisse parce que j'ai pas vu le match et j'ai pas regardé. Moi non plus, j'ai juste le score. Je sais que Köln égalise vers la fin en plus, hein, je crois, de mémoire. Ouais, ça va vers la fin. Donc un peu dommage, ils avaient la victoire un peu entre les mains et ça aurait pu faire, je veux dire. Donc ouais, c'est Oh merde. J'ai dû rebugger. Il va revenir. Putain, Maxime, il est en forme.
Il est en forme ce soir, Maxime. Putain. Par contre, quand il revient, vous lui faites le gars qu'on ne le voit pas, quoi. Ok, On n'entend pas. Non, ben, on va parler de trucs. Voilà, ok, ça marche. ça va être. Et Ouais. il y a une partie sur les juniors après? Moi, c'est ce qui m'intéresse, Oui, la partie sur les juniors. bah, dès que Maxime reviendra, Ah, je vous entends plus. l'écran est toujours noir, on ne l'entend pas. Donc, je vais faire le truc. Je ne sais pas quand il va revenir, Maxime. Bon, je ne sais pas si Mais il fait le soir. Tu C'est as dit trop que noir. t'as dit que la Regional Liga, c'était la D3. Ça veut dire que chez les féminines, il n'y a pas de Dritte Liga? Non, il n'y a pas de Ah, non. Liga. Oui, Non, oui. non. Ah, d'accord. Non. Ok, Ouais, ouais. je ne savais pas. Ils ont 2 divisions professionnelles, la première et la deuxième. Et après, tu vas tout de suite en Regional Liga, quoi, je veux dire. Quoi. Ah ouais, Et d'accord, là, ok. là, tu peux voir que dans le classement, il y a quand même des équipes réserves, quoi, hein, je veux dire. Oui, non, bien sûr, oui. Mais je savais Et, pas que... et Dortmund, alors surtout, bon, on va pas lui faire le gag. Tu étais déjà là avant, hein, mais on tentait un gag. Hein. Je vous entends pas. Ah, tu Ah, nous il nous entends entend. pas? Oh, On peut le faire comme ça si vous voulez. Hein. Est-ce qu'il va faire à l'écrit? Moi, Attendez. on t'entend très bien, mec. Hein. Ok. Au pire, sinon, pendant ce temps-là, attendez. Hein. Hop, attends, on n'a pas fini. je peux Franck vous mettre les. Oui. Oula. Franck, j'ai une les question, il n'y a que U23, si toi vous qui voulez. peux Je vais répondre. enchaîner sur ça. Enfin, il n'y a que toi, façon de parler. C'est genre, je préfère moi, je vous aller entends sur les plus. vieux dinosaures. J'ai une question à te poser. Alors, c'est peut-être une question qu'on t'a souvent posée, mais j'aimerais avoir une réponse claire et définitive. Le nom de Tu es son le coiffeur? non, tu es le Borussia Dortmund. Tu es le Borussia Dortmund 2. Jusqu'à quel championnat, enfin, jusqu'à quelle division tu peux aller? 3. La note ne peut pas monter au-dessus. D'accord. Voilà. Quand il était l'année dernière en 3, c'est le palier. Tu ne peux pas monter au-dessus. Mais on peut est pas d'accord monter en Liga. on est d'accord qu'on peut, grâce à la DFB Pokal, accéder à une compétition européenne. Quoi, avec la 2? Non. Parce que la 2, je ne suis Ah, pas non, là. avec avec la DFB Pokal. Oula. Ouais, mais la DFB Pokal, elle est jouée que par la 1. Ah, il jouait que par la 1, pas par la 2. Ok. Tu parles des hommes, on est bien d'accord, quand je veux dire. Quoi. Oui, oui, des hommes, ouais. Non, c'est que l'équipe 1 qui joue la DFB Pokal. J'éteins la tablette et je reviens. Ok. Ouais. Bon, donc, pour revenir un peu sur sur les femmes, ouais. Oui. C'était Fribourg, je crois, qui était en Dritte Liga, qui avait fini premier. Oui. Et la Oui. saison d'après avait fini relégué, je crois. Hein, c'était Fribourg. Oui. Parce que la saison d'après, c'est il y a 2 ans. Et Ouais, c'est nous, ça. on les joue à domicile. Et moi, je suis au premier match à domicile contre Köln. Et je vais voir la réserve de Fribourg le lendemain contre la réserve, les U23, quoi, je veux dire. Voilà, et ils Oui, descendent, comment- alors que la saison d'avant, ils avaient fait premier. Mais comment que ça se passe si tu finis champion? Tu peux pas monter, d'accord. Non, Qui tu c'est fais qui rien, monte? tu continues Qui en c'est qui troisième. monte, tu reviens alors en troisième. Celui-là qui est deuxième. Ok. C'est ce qui est arrivé, comme Joël le dit, avec Fribourg, une année. L'équipe 2 était première en Dritte Liga. Ouais, et ils ne sont pas montés. Je ne peux plus te dire qui est monté, mais ils ne sont pas montés. Tu ne peux pas, quoi. Parce qu'il faut que tu aies 2 divisions d'écart avec ton équipe 1, normalement, quoi. Ok. Après, tu peux avoir une dérogation, je crois. Si par exemple ton équipe 1 est en Zweite Liga, ton autre équipe 2 peut être en Dritte Liga. Mais tu ne peux pas quand les deux sont. Ouais. Mais là, j'ai un doute. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Oh, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, Bon, donc, voilà. pour les filles, c'est un match nul. Sachant que les filles avaient perdu un match sur tapis vert. Hein. Vous vous souvenez parce qu'ils Oui, il y avait cette histoire, oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Et ils avaient perdu, je ne sais plus, je crois que c'était contre le GSV Meurthe, je ne suis plus sûr si c'était ça, ou une autre équipe, je ne suis plus sûr. Et j'ai un doute, non, je crois que c'est une autre équipe, ou c'est Deutz, Nullfür. Donc c'est un peu dommage pour les filles. Rien n'est fini, parce qu'elles ne sont pas loin. Elles ont perdu 2 matchs, dont un sur tapis vert, et l'autre, je crois que c'était contre Bielefeld, je ne suis pas sûr. Ouais, je crois qu'ils avaient perdu 3-1 contre Bielefeld. Donc, elles ont encore toutes leurs chances. Hein. Il reste quand même 26, donc 11 matchs à voir. Le projet était quand même la montée. Hein. L'objectif, il ne faut pas se mentir. Quoi.
pour arriver Meilleure à- attaque et meilleure défense aussi des Regional Liga quand on regarde Ouais, un peu les stats. Mais en tout cas, sur fin de saison, si ils montent pas, l'histoire du match perdu sur tapis vert risque de grincer des dents. Hein. Mhm. Voilà. Ouais. Parce que là, on a quoi? On a 36, 35, on a 3 points d'écart. Donc, Ouais. Et l'équipe 2 joue dans la division inférieure. Hein, et je crois que c'est Schalke qui est dedans, qui est en tête de mémoire. D'accord. Par rapport à l'équipe 2. Quoi. C'est quoi? Il n'y a que le premier qui monte ou parce que Je ne sais pas. Alors, je me suis posé la question parce que je pense que l'équipe 2 de Köln ne peut pas monter, quoi qu'il arrive. D'accord. Okay, ouais, si c'est l'équipe 2 de Köln, leur équipe 1 est ou en première Bundesliga ou en Zweite, mais je crois qu'elle est en première Bundesliga, je veux dire. Et d'après moi, les statuts, d'après les statuts, ils ne peuvent pas monter. Hein. Mais attends, pardon, excuse-moi, mais est-ce que les féminines de Dortmund ont vraiment marqué 65 buts en 15 matchs? Oui. Oui. Ah oui, ça joue au foot chez les dames. Alors, pour ceux qui ont déjà regardé, on avait vu, Maxime l'avait regardé, moi j'avais regardé le match de Pokal contre le Bayern. Hein. Bayern, ouais. Franchement, je les ai vus en match amical contre la Juventus début de saison. Ça joue au foot. Hein. C'est pas dégueulasse, quoi, franchement. Bah, les autres saisons, sur les autres saisons, elles ont des stats impressionnantes. Hein. Elles faisaient des cartons à chaque match. Hein. Quand l'équipe féminine a été créée, ils mettaient des valises pratiquement à chaque match. Ils ont même fini des saisons invaincues. Hein. C'était un rouleau compresseur, le truc. Comme dit Joël, les 2 premières saisons, elles sont invaincues. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a une saison, elles finissent à 3 ou 4 buts encaissés, un truc comme ça. C'est vraiment minime. C'était une boucherie. Hein. C'était une boucherie, mais c'est vrai que ça mettait des valises. Hein, 6, 8, les 0, moyens ont été mis pour recruter des joueuses, des compagnies et tout. Il y a quelqu'un, c'est vraiment. Dortmund avait le projet. Elle pouvait commencer aussi tout de suite, je crois, en Zweite ou en Première Liga, mais ils ont décidé de commencer tout en bas. Quoi. Bah, c'est bien, au moins comme ça, tu montes petit à petit et tu as au moins ce mérite de commencer d'en bas que de dire j'arrive en plein milieu. Quoi. Donc voilà, c'est un petit point sur. Donc la petite surprise, par contre, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'ils ne reprennent pas les matchs avant le 15 mars. Donc là, il y a une belle grosse trêve avant le retour des prochaines rencontres. Alors, je crois, sans m'avancer, normalement, il y a la saison des tournois en salle pour les filles qui commence aussi. Hein. En Allemagne, à l'époque, sachez que Dortmund, dans les années 90, a été Meister, l'équipe 1, je vous parle, des tournois en salle. C'est moins maintenant, je crois plus que ça se fait trop, mais au début des années 90, on a été souvent champion en salle. Je veux dire, les trêves étaient plus longues en Allemagne. Même pour notre équipe 1, je veux dire, on avait 2 mois de trêve à un moment en Allemagne, on ne jouait pas avant février. Et donc, tu avais les tournois de foot en salle. Et même tes phases finales, par moment, se déroulaient à la Westfalenhalle, je veux dire. Ouais. Et là, tu avais beaucoup de joueurs qui jouaient. Tu en as certains qui n'aimaient pas ça, je veux dire. Genre, Lothar Matthäus ne jouait pas le foot en salle. Mais nous, on a été très bons, je veux dire. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire les filles si c'est jusqu'au 15 mars, mais sinon, c'est long. Ah oui, c'est clair que ça fait une belle trêve. Donc, on verra un peu ce qui va être au programme. Donc, du coup, ça, c'était les femmes. Et au niveau des U23, du coup, on va dire début de saison quand même assez mouvementé parce qu'il y avait quand même Tulberg qui était là en tant que coach. Et il est parti courant du mois de septembre, fin août. Je ne sais même plus quand est-ce que c'était exactement. Il a fait quoi, les 3 premiers matchs ou les 4 premiers matchs de l'équipe 2 Voilà, c'est ça. Donc, début de saison, en plus compliqué sous ses ordres. Du coup, Daniel Rios, je ne sais pas comment on le dit exactement, prononciation, qui le remplace. Rios, ouais. Ancien joueur de la réserve aussi qui était passé chez les jeunes. Et également en poste depuis 2016 à Dortmund en tant qu'entraîneur assistant des U19, puis ensuite de la réserve. Par contre, j'ai vu que Schmelzer est bien assistant des U23. Hein. Oui, il a changé, depuis un peu. Quand notre entraîneur est parti, Tulberg, il a été promu. Il est passé des 17 aux 23. Quoi, je veux dire. Voilà, tout à fait. Donc, ils sont sur 9 victoires, 5 nuls, 4 défaites pour cette partie de saison. Là, on en est à la 17e journée. Il y en a qui n'ont pas encore joué l'intégralité de leur match. Une place de 5e.
Bon, on va dire quand même une première partie de saison quand même raisonnable. Après, on ne sait pas trop quel est l'objectif. Est-ce que c'est de remonter en Dritte Liga ou l'objectif devrait être celui-ci parce que si on veut promouvoir nos jeunes et leur donner un peu un peu du temps de jeu et une première expérience un peu professionnelle, il n'y a que dans ce genre de division qui est potable. Donc voilà. Bon, pareil, eux, prochaine rencontre, ça sera pas avant le 24 janvier. Pareil, là, ils sont partis sur une trêve un peu plus longue que les pros. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, Franck, de cette position et est-ce que tu les vois remonter à la fin? 5 points, c'est vite pris. C'est vite perdu aussi, donc c'est possible. Bon, tu as l'impression que Köln n'a perdu qu'un match, mais bon, ils ont quand même 7 nuls par rapport aux autres équipes. Ça peut être jouable, hein. Après, faudra pas faire vraiment de faux pas, hein, je veux dire. Et bon, je veux dire, il y a certaines équipes que tu vas rencontrer à domicile quand même aussi, hein. Donc, bon, je veux dire, c'est faisable, hein. Je pense que allez, jusqu'à 29 points, hein, donc jusqu'à colonne 2, je pense que tout est faisable, quoi, hein, je veux dire, à peu près, avec 8 points. Mais bon, comme dit, ils sont dans un groupe, il reste quoi, 18 matchs hein, en retour, je crois, à peu près. Donc, Ouais, c'est ça, à peu près. Et en parlant de ça, je pense que là, ils s'en vont en Angleterre aussi jouer la coupe contre les réserves des autres équipes. Donc, je pense que c'est sur ce mois-ci, hein, c'était 2 matchs en décembre et 2 matchs en janvier. Ouais, donc, c'est ça. donc bah oui, de toute façon, là, je les ai. Donc, 16 décembre contre Leeds, 19 contre United. Et après, en 2026, c'est le 13 janvier et l'autre, c'est le 21. Donc, en fait, c'est une trêve sans être une trêve, un peu de leur côté. Au niveau du résultat, ils étaient quand même sur 3 victoires, 1 nul. Et la dernière défaite datée du 2 novembre contre Ils ont Bocholt. gagné là, ce week-end, c'était contre la réserve de Paderborn. Hein, C'est ça, tout à fait. Donc, une victoire 1-0 à domicile. Donc voilà, et au niveau du passage de la réserve, donc il y aura 2 petits joueurs qui devraient rejoindre cette équipe. Donc on a alors j'ai perdu, on a Inacio, Samuel Inacio voilà, et Mathis Albert. Voilà, tout à fait. International qui ont joué la Coupe du Monde U17. Hein, Italien, ouais. Voilà. Et Mathis Albert, voilà, États-Unis. États-Unis. Mathis Albert, c'est 16 matchs, 9 buts, 6 passes D en ce début de saison, toutes compétitions confondues, bien sûr. Et Inacio, c'est 14 matchs, 7 buts et 2 passes D. Donc 2 diamants bruts qui restent à polir. Mais c'est surtout à vouloir progresser après dans le groupe pro. C'est ce que tu me disais, c'est que normalement, l'objectif, c'est d'ici 2 ans, max, de les voir dans le groupe. En espérant que Kovac ne mette pas un coup de fusil dans tout ça pendant ce temps-là, quoi. Ouais. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi Baka qui est dans l'équipe déjà U23. Hein, donc, il y a eu comme quoi Riken voit dans 2 ans ces 3 jeunes avec l'équipe 1. Ouais. Kovac, qui a produit un jeune, il va en produire 3. C'est ça. Inacio, c'est un numéro 9, hein, c'est ça. Et Albert, c'est un 10, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ouais. Ou un ailier peut-être, Albert? Ailier 10, ouais. Inacio. Après, c'est même pas un monde qu'il y a entre le foot amateur et le foot professionnel. Il y a 15 univers qui les séparent. Tu peux rouler sur toute la Regional Liga avec la réserve et pas faire ton trou dans le monde professionnel parce qu'il n'y a pas que le foot en fait qui compte. C'est tout ton cadre de vie, c'est ton entourage, c'est les conseils que tu reçois, ton agent, c'est le club dans lequel tu évolues. Est-ce qu'il te laisse une chance? Est-ce qu'il te prend au sérieux? Est-ce qu'il te prête aux 4 coins de l'Europe? Il y a tellement de facteurs en fait que moi je me prononce plus sur les jeunes. Ils brillent en réserve, c'est très bien. Ils brillent même avec leur sélection junior, c'est extraordinaire pour eux. Ça veut dire qu'ils ont du talent, mais c'est. Prends l'exemple de Moukoko.
Voilà. C'est ce que Mais il y aura j'allais dire. Mais Moukoko, lui, c'est vrai, mais Moukoko, lui, au moins, il a fait le pas dans le monde professionnel, il joue la Champions avec Copenhague et tout. Mais déjà, ça, c'est déjà extraordinaire, en fait. C'est déjà fort de faire ça, même si c'est pas plus et qu'on s'attendait presque tous à plus, tu vois. Combien de gamins, en fait, ne le font jamais, tu vois. Moi, alors ça remonte un petit peu, ça remonte à, je crois, 2012-2013. On avait un ailier latéral qui s'appelait Edison Yordanov, qui jouait avec la réserve, que je trouvais super fort. Au final, le mec, il a passé sa carrière dans la D2 belge, tu vois. Donc, c'est plus que le foot, en fait. Et on a tellement peu d'éléments pour commenter l'avenir de ces deux-là que je trouve Ricken bien ambitieux. De dire dans 2 ans, on les voit fouler la pelouse de la Bundesliga. Fait les choses étape par étape quand même. Mais bon, si tu prends soin d'eux et que tu les mets dans un cocon et que tu les fais évoluer, au moins tu t'es donné les chances d'eux. Mais toutes les années qui sont passées, là, les 10 dernières années qui sont passées nous ont prouvé qu'on ne sait pas faire, en fait. Donc, moi, je suis très, très, très pisse-froid sur ça. Ouais. Bah, on a un exemple aussi, c'est Paris Brunner, hein, qui était chez nous, qui marchait très bien aussi avec les U19. Et je crois que je sais plus s'il a joué avec les U23. Très peu, très peu. Très peu, parce qu'après, il se voyait beaucoup plus haut. Et au final, tu vois, à l'AS Monaco, il fait rien du tout. Hein. Il rentre des petits bouts de match comme ça à la fin, mais sans plus. Donc, ouais, la marche est très haute entre le moment où tu es chez les jeunes ou même la réserve et quand tu dois aller chez les pros. Ça, c'est clair. Bon, regarde Hendry Blank aussi, qui aujourd'hui se perd à Hanovre, alors que chez nous, c'était genre le défenseur de la défense absolue, tu vois. Enfin, même Reina, au final. Reina, il sort du centre de formation pour en faire quoi? Le gars, il joue jamais. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que le talent seul, en fait. Cette discussion, je ne sais pas avec Franck combien de fois on l'a déjà eu sur les jeunes qui ont un peu ou pas joué, mais qu'on a vendus et qui ailleurs ont explosé. La liste en fait est tellement longue. Ça va de Collins à Knauf, on en passe. Et en fait, on a des jeunes formés à Dortmund, mais comme a dit Kylian, on en fait quoi? On en fait quoi en fait? On les vend et oh ma merde, ils sont bons ailleurs. Alors oui, peut-être que le club est un peu moins prestigieux, on va dire, que Dortmund, mais la preuve que du talent, ils en ont. Knauf, voilà, hein, je pense que tout le monde aurait bien voulu le garder. Tu regardes Rothe aussi à l'Union. Tom Rothe. Et cette discussion, je ne veux pas dire à chaque déplacement là avec Franck, mais très très souvent, on se dit, mais les joueurs qu'on a vus passer, qui ont été formés chez nous, c'est dramatique. Parce que quand tu regardes, quand on est relégué avec l'effectif qu'on avait des U23, je ne vais pas dire on n'aurait jamais dû descendre, mais on avait un effectif pour faire autre chose que la descente. Ouais. Et ça, moi je dis toujours, et Franck va le confirmer, le dernier joueur formé à Dortmund qui a vraiment percé à Dortmund. Bah, c'est Götze, je vois personne. Moi j'aurais parti sur Götze aussi. Mais ça fait déjà une paire d'années. Hein. Et avant Götze, c'est Ricken. Ouais, donc oui. Donc tu vois, club formateur, oui, mais club formateur pour le monde et l'écosphère du foot, pas pour Dortmund. Ouais, c'est le joueur qui est le plus titré et qui a eu la médaille Fritz Walter. C'est-à-dire c'est la plus haute distinction pour les jeunes. Vous savez qui c'est? Non, dis-moi. Félix Passlack. Dans toutes les catégories de jeunes. Il a eu la médaille Fritz Walter, qui récompense le meilleur jeune du pays. Là, il était capitaine des U17, je crois, oui, de la Manu 17. Quand vous voyez Félix Passlack, quand il est jeune, on pense que c'est le futur Ricken en puissance. Et qu'est-ce qu'on a fait de ce jeune? Voilà. Et à Borum. Et il est à Borum, c'est clair. Voilà. Ouais, je trouve ça dramatique ce qu'on fait de nos jeunes, peu importe le talent, le pseudo-talent, comme dit Kylian, il a complètement raison. Quand il dit c'est un environnement, c'est un tout, c'est bien sûr, c'est tout qui va faire que tu seras bon ou pas, mais je trouve dramatique, mais vraiment dramatique nos jeunes, ce qu'on en fait. Alors, il faut se poser la question, on a plein de pépites, mais pourquoi ces pépites n'arrivent pas chez nous à la fin? Oui, parce qu'en plus, elles ne te rapportent pas d'argent.
puisque tu les vends pas et signes pro ailleurs, ou tu les vends pour très peu. Tu les as juste formés pour les former et pour te dire, entre guillemets, ouais, on a un bon centre de formation. On a fait sortir Kielvetienne, qui explose tout à Bourgogne en ce moment, mais qui va revenir. Mais ma main à couper qui joue pas un match. Tu vois, Regardez, on cherche un 6. On va en rencontrer un la semaine prochaine qui joue à Fribourg, s'il n'est pas blessé. Osterhage, qui a joué avec notre équipe 2, qui a un volume de jeu phénoménal quand vous le voyez, quand je veux dire. Quoi. Regarde, t'avais Vadsen. Ouais, Vadsen. C'était aussi prometteur. Hein. Tu te souviens, Franck, on avait fait un magnifique déplacement final de U17 allemand. Tu te souviens des joueurs qu'il y avait dans cet effectif? Ouais. Bah, tu avais le joueur qui joue à Hambourg, le Hollandais, là, qui joue à Hambourg, Peraille. Ouais. Il était dedans. Donc, on avait le gardien. Le gardien aussi, qui était longtemps chez nous, qui était prometteur et qu'on n'a jamais gardé. Troisième gardien, mais de cette génération-là, on fait champion d'Allemagne. Hein. Tu te souviens, on perd 2-0 à la mi-temps, on gagne 5-2. Hein. On gagne 5-2. Hein. On gagne 5-2. Contre le VfB Stuttgart. Hein, ouais. Et finalement, de cette génération-là, personne n'est sorti, comme on dit. Quoi. Et chaque année, ça se répète. Chaque année, c'est pareil, quoi, je veux dire. Quoi. Et tu regardes un moment, regardez Best, il est allé se perdre à Heidenheim et après, il est parti au Portugal pour revenir à Fribourg. Ah ouais, voilà. Pour revenir, là, il est à Fribourg et il ne joue même pas. Et quand il était un pied gauche, mais formidable, quoi, je veux dire. Ouais. On a tellement d'exemples. On pourrait faire des équipes, mais Rinkhoff. On se type, hein. Tu peux faire là. Ouais. Regarde Rinkhoff, il était pressenti aussi pour être un grand talent. Hein. Bon, après, lui, il floppe bien là où il est. Là où il est, mais c'est pareil, on en a fait aussi on a aussi mis sur un sacré piédestal. Hein. Oui, bien sûr. Oui, après, ça faut peut-être voir aussi le niveau chez les U19 avec les autres équipes contre qui ils jouent. Hein. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça superforme chez les jeunes et après, quand ça doit passer à l'étape supérieure, ça devient plus compliqué. Donc, mais bon. Le but maintenant de la direction, de toute façon, Ricken l'avait un peu dit, c'était de remettre un peu le centre de formation au milieu de tout ça et de redévelopper nos jeunes et de faire jouer les jeunes. Bon, au vu de ce que dit Kovac avec Duranville. T'as le mauvais entraîneur pour ça. Hein. Ouais, il faudra changer d'entente parce que Duranville n'est pas un produit de formation, parce qu'on l'a recruté à Anderlecht. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, quels sont les derniers joueurs qu'on a vu jouer sous nos couleurs en sortant du centre de formation? Les noms de. Kylian l'avait évoqué la dernière fois. Hein. Il avait raison et ce truc me restera en tête. Quand tu gagnes 3-0 à la 58e et tu fais rentrer Gros et Chan, quel message tu fais passer à tes jeunes? Ah, c'est horrible ça. Ça m'a rendu fou. C'est horrible. Ah oui. Moi, quand Kylian l'a dit, ça ne m'a pas frappé. Et je suis traumatisé depuis ce jour-là de me dire pourquoi on n'a pas fait rentrer ces trois jeunes, Mané, Campbell et Duranville. Les autres jouaient à 10 en plus. Pourquoi? Oui, parce que tu vois, j'allais te dire que dans tous les paramètres qu'il y a de l'évolution d'une pépite amateur vers le monde professionnel, il y a aussi la place qu'il y a malgré tout dans l'effectif déjà en place professionnel. Parfois, il n'y a juste pas la place en fait, tu vois. Mais sauf que là, tu gagnes 3-0, il reste 10 minutes à jouer, les mecs ils sont à 10. Malgré ça, tu fais rentrer Chan. Là, il n'y a aucune excuse. Et c'est pour ça que je disais que c'était stupide de la part de Kovac. Totalement. Moi, j'ai un exemple pour finir aux années 90. Quand on fait champion la première année, à un moment, on a été obligé de lancer 2 jeunes. On a été obligé, pourquoi? Parce qu'on n'avait plus d'attaquants devant. Riedel avait les ligaments croisés, Chapuisat avait les ligaments croisés. Donc, tu fais rentrer 2 jeunes qui jouent avec la réserve. Un s'appelait Lars Ricken. On sait ce qu'il a fait après par la suite, hein, une belle carrière chez nous. Et le deuxième, c'était Ibrahim Tonko, qui a floppé par la suite, qui est allé à Fribourg, mais qui n'a pas fait la carrière qu'a fait notre ami Lars Ricken, quoi. Alors, il faut attendre des blessés pour pouvoir rentrer des jeunes. Ce serait malheureux quand même, quoi. Comme Saïn, hein, la saison dernière, tu t'es retrouvé avec des U19, des U23. Parce que tu n'avais pas d'autre choix, en fait. Ça, oui. Ça, c'est le facteur chance. Le facteur chance, pour moi, il est quand même énorme. Hein. Il y a le talent, il y a le travail, l'environnement et le facteur chance. Il faut se souvenir aussi d'un mec. Est-ce que vous vous souvenez de Marianne Sarr, sous l'époque Klopp, qui joue bien, et à un moment donné, il fait une erreur colossale contre je ne sais plus qui nous coûte le match, et tu ne l'as plus jamais revu. Mais plus. Il sort en pleurs.
Il sort en pleurs et il est vendu, je crois, en Autriche et il fait plus du tout une carrière dans le monde professionnel. Est-ce que c'est pas ce qui attend Mané après son erreur contre Sampaoli? Le mec, en fait, il s'en remettra jamais, tu vois. Parce que quand tu es jeune, tu as un esprit qui est tellement facilement brisable, tu as tellement de pression. C'est tellement un sujet complexe, en fait, que il faut être dans le cœur du truc. Et Riken est sans doute le mieux placé pour en parler parce que, un, il en sort, il l'a vécu, et deux, il le chapeaute maintenant. Et il l'a chapeauté depuis des années. Il l'a Donc, chapeauté c'est déjà même avant. voilà, donc c'est lui le mieux placé pour en parler. Mais il y a tellement de leviers, c'est des centaines de sujets qui sont tous aussi complexes les uns que les autres pour que miraculeusement, un mec finisse par percer chez nous, tu vois. Et nous, donc, on a eu Götze, on a eu Paslak, mais au final... Et Paslak, il a eu sa chance, hein, franchement. Il a débuté des matchs, il était dans la rotation, il est resté longtemps. Ouais, mais pas à son poste. C'est ça le problème, quoi. On l'a replacé au niveau défensif. Avec le gabarit qu'a Paslak, je suis pas sûr que ça a été la meilleure des définitions. Il n'est pas formé arrière droit. Voilà, il est formé milieu droit, mais dans cette époque-là, milieu droit, tu avais des mecs qui étaient juste plus talentueux que lui devant, tu vois. Et donc, pour lui donner du temps de jeu, bah, tu le fais quand même jouer malgré tout à un poste qui lui rend pas service. Mais aujourd'hui, il joue toujours. Enfin, il joue plus. Tu me diras, Borum, il est sur le banc maintenant, il joue même pas. Donc, c'est un ensemble de choses, quoi. Regarde, il y a un autre exemple. Tu disais Mané, mais il y a un joueur. Regarde Koulibaly, sa boulette à Stuttgart. Ouais, mais exact, pareil. Maintenant, il a signé à Strasbourg. Hein. Il est à Brest. Il est plus. Il est prêté à Brest, mais c'est blessure sur blessure sur blessure. Ouais. Depuis cette boulette contre Stuttgart, le désert. Ouais. T'as plus le droit à l'erreur. Hein. Non, c'était flingué. Ce qui est dommage, parce qu'au final, tu sais que c'est des jeunes, donc ils vont faire des erreurs. Donc, mais ouais, c'est un peu. Mais tu sais ce qui tronque un peu notre opinion, c'est que à part à Dortmund, le monde du football aujourd'hui, il est couvert de jeunes talents qui ont moins de 20 ans et qui font. Regarde les mecs comme Yamal, pardon. Yamal, je sais pas, il a 19 ans, c'est le meilleur joueur de la planète. Tu vois, regarde Pedri a 17 ans, il faisait déjà 150 matchs par saison. Et c'est ces mecs, et regarde Erling Haaland, mais ces mecs-là, faut se mettre dans la tête que c'est un miracle, en fait. C'est un miracle de la vie. Tu vois, oui, c'est vrai. Ça représente pas le foot, en fait. C'est pas ça, normalement. Mais ils prennent toute la lumière parce que c'est miraculeux ce qui se passe. Mais il faut pas considérer que c'est la normalité. Des mecs comme... j'en avais un autre... vous vous souvenez de Janis Burnic? Moi, je me souviens de Janis Burnic. Moi, j'aimais bien. Mais le gars, il a passé... Rachel, c'est des mecs qui passent leur vie en... On l'a vu chez les 17. Tommy Rachel. Mais il était le capitaine de l'époque quand on était en 2000, quand on était allé voir la Pokal. C'était le capitaine de l'équipe. C'était le capitaine Tobias Rachel, exact. Mais Rachel, Burnic, c'était des mecs qui étaient bons, c'était des mecs qui étaient au-dessus du lot. Mais pourtant, le monde professionnel, ils l'ont passé en Zweite Liga parce que les exceptions qui prennent aujourd'hui toute la lumière restent avant tout des miracles, des 1 cas sur 1 million, quoi, tu vois. Et donc, si demain Ignacio et Albert ne percent pas, sans doute que le club aura sa part. Hein. Je ne sais pas ce que je dis. Bien sûr que Dortmund doit tout faire, et Riken en premier, pour les mettre dans les meilleures conditions. Mais le mental, le physique, l'entourage, et puis le facteur chance aussi. Hein. Effectivement, si toute la défense est décimée, tu vas chercher un mec des U17 et tu lui donnes sa chance. Et si le mec est super bon, il est super bon. Et peut-être qu'il lance sa carrière comme ça, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis plus tolérant envers les coachs qui sont un petit peu plus froids avec les jeunes, parce que c'est tellement instable et tellement incertain que tu veux plutôt te baser sur l'expérience d'un joueur ancien. Mais bon, après, je comprends la frustration aussi. Hein, je comprends la frustration. Alors, oui, puis... pour terminer, Vas-y, Franck. Regardez voir à quel âge Kovac a joué en première division. 89, c'était. Je sais pas, il a 54 ans là. Regardez, il avait à peine 18 ans. Ouais. Voilà, mais bon, l'époque de. Un autre temps. Voilà, c'est pas la même époque aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Oui, puis les attentes maintenant des jeunes sont différentes. Maintenant, sont médiatisées, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça, c'est autre chose. Tu le vois maintenant avec. Et pourtant, les jeunes. Kovac était avec des entraîneurs. Je ne vais pas vous faire la liste, hein. Mais c'était pas des foot de guerre pour lancer des jeunes. Hein, je peux vous le dire, hein. Parce qu'il en a eu des mecs. Hein. J'en citerai juste un. Je pense que tout le monde le connaît, qui a fait tellement de clubs parce que c'était l'entraîneur intérimaire de la Bundesliga en 90, Peter Neururer.
C'est un nom qui ne dira pas grand-chose à tout le monde, mais c'est un mec qui a entraîné toute l'Allemagne, on peut dire. Ok. Vous regarderez, il a fait tous les clubs, ce gars-là, presque. Mais pas chez nous. Voilà. Bon, bah écoutez, je pensais pas qu'on allait s'attarder aussi longtemps sur la période jeunesse et de nos U23, mais c'était hyper. C'est un sujet de fou. Ouais, c'est un truc où on pourrait parler pendant des heures. heures de certaines choses. On va finaliser, du coup, il nous reste deux sujets. Donc, bon, sur Bodø, on va aller assez vite parce qu'on en parlera plus demain avec Kylian, qui a été dans les encyclopédies de Norvège et a brisé la glace pour vous présenter tout le club. Oh, joli! Oh, briser la glace! C'est beau. Hein. Ça, c'est beau. Bon, club norvégien, pour faire juste une petite intro, ils ont fini leur saison là, il y a quelques jours. Donc, ils ont terminé second à 1 point des Vikings. Donc, ils participeront quand même à la qualification pour la Ligue des Champions. Donc, ils vont passer les différents tours pour la saison prochaine. Au niveau de leurs résultats, alors c'est vrai que quand j'ai regardé le tirage, j'ai fait ah oui, ils n'ont pas eu de chance, les pauvres, à part le Slavia qui était à leur niveau. Mais Tottenham, Galatasaray, AS Monaco, Juve, Dortmund, City, Atlético, là, ils finissent avec du très, très lourd. Bon, deux petits points, 32e au classement. Je pense que voilà, la compétition Champions League va s'arrêter là pour eux. Mais attention, un adversaire à prendre au sérieux. On disait tout à l'heure de faire le turnover de Kovac aussi, mais attention à pas non plus trop faire de turnover parce qu'on peut se faire piéger. On l'a vu la Juve qui s'impose. Alors, ils ont joué chez eux, pareil, au niveau du climat, la Norvège. Je pense que Kylian, tu nous diras demain, mais Bodø, c'est très très haut dans la Norvège, donc le temps n'était pas comme au tropique. Donc, c'est assez compliqué d'aller jouer chez eux. Mais un adversaire à prendre au sérieux et pas à la légère. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Franck. Ouais, regardez, ils ont joué quand même des gros clubs. Ils ont pas de tôle, je veux dire. Ils sont pas ridicules sur tous les matchs, je veux dire. Donc, à se méfier, c'est le match piège en référence, je veux dire. Moi, je dirais même plus piégeux que Villarreal avant qu'on en parle, malgré que Villarreal tourne très bien en Liga. Après, là, ils sont à l'arrêt depuis le 30 novembre. Bon, après, c'est pas aussi un arrêt d'un mois. C'est un arrêt de 2 semaines et encore, je veux dire. Donc, je pense qu'ils ont fait un petit match amical ce week-end. D'après moi, ils sont restés en jambes. Il faudra se méfier. Moi, je les ai regardés contre Tottenham. Je les ai pas trouvés ridicules du tout. J'ai trouvé une équipe qui a une cohérence, qui a un collectif. C'était l'équipe qui avait été jusqu'en demi-finale d'Europa League, c'est ça la saison dernière. Donc, pas à prendre à la légère. Vincent, je crois que tu ne vas pas au match. Je sais non, j'étais encore à 2 doigts d'y aller hier, mais je pense que méfie-toi, t'as dit à des Belges que tu y allais. Ouais, méfie-toi parce que ça, ils ne l'ont pas oublié. Ouais, mais le pire, c'est que j'avais pris. Franck m'a fait un petit peu la morale entre guillemets. On en avait parlé. Bref, on est arrivé à la conclusion que c'était peut-être pas une bonne idée. Et alors hier, j'ai réussi à rentrer d'une traite. Et franchement, c'était longtemps que c'était pas arrivé, mais ça n'arrivera pas. Si je fais le déplacement là, ça n'arrivera pas et je vais me foutre avec le boulot, ça va être compliqué. Je vais regarder le match à la maison. Ça va me briser le cœur, mais je vais regarder le match à la maison. Tu seras au chaud et puis en plus, bon, ça reste Bodø, ça reste pas non plus le match de Ligue des Champions de la soirée, quoi. Ouais. Après, tu peux pas tous les faire, Vincent. Pense à toi. T'as qu'une vie, t'as qu'une santé. Et tu donnes déjà bien assez pour le Borussia Dortmund. Tu as le droit aussi quelquefois de souffler et de regarder derrière la télé et de crier derrière la télé, ça te fera du bien aussi. Ouais. Mais clair. Par contre, par rapport à cette rencontre, moi par contre, je m'attends quand même à un beau match. Je sais pas pourquoi, notamment avec les supporters. Parce que faut voir un petit peu comment leurs supporters supportent leur équipe. C'est beau à voir. Ils sont d'ailleurs, on peut presque s'identifier. Ils peuvent presque s'identifier à nous. Ils ont une excellente communion avec leurs joueurs en plus. Et c'est une équipe au vu des résultats.
parce ils tapent quand même, ils se tapent quand même le Slavia Prague. Bon, c'est une équipe qui est plus à leur niveau. Ils ont quand même Tottenham, ils ont Galatasaray, Monaco, Juventus, nous, Manchester City, l'Atlético. Et au vu des résultats, on voit que c'est une équipe qui se laisse pas faire. Moi, mon cœur de supporter, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est une victoire obligatoire. Mais sur le papier, j'en suis pas si sûr. Ok, écoute, en tout cas, une équipe jaune aussi qui se déplacera à Dortmund. Donc on verra. Joël, tu veux rajouter quelque chose? Comme ça, je laisse après Oui. à Kylian. Il y a une jolie écharpe au Fanwelt pour ce match d'ailleurs. Ouais. Ouais, elle est jolie, c'est vrai. Ouais. D'accord. Ok. Tout en jaune, du coup, ou ils ont fait Elle est jaune et noire, franchement, elle est trop belle. Ouais. Ouais, non, vraiment. Et voilà, c'était tout. Il n'y a rien de ouf. Ouais, après, de toute façon, on en sera un peu plus. Kylian, est-ce que tu veux nous faire une petite intro pour demain? Messieurs, installez-vous parce que nous partons Cap Nord direction le 67e parallèle nord à 2500 km du pôle. Non, tout ça, on verra pour demain. Je garde beaucoup de choses pour demain. Mais Bordeaux a fini sa saison. Bordeaux a perdu le titre pour la première fois depuis 5 ans. Et surtout, ils ne sont plus du tout engagés dans aucune compétition jusqu'en mars, puisque le championnat norvégien reprend en mars. Et quelle joie d'être un club et de n'avoir plus que la Ligue des Champions à jouer. Ça veut dire qu'ils n'ont plus que ça sur quoi se concentrer. Ça reste un luxe, même si c'est Dortmund, même si c'est City, même si c'est Atlético. À Bordeaux, ça joue un football particulièrement sexy, particulièrement relationniste dans la position des joueurs, très peu tactique. C'est pas la tactique qu'on veut voir. Il y a juste à voir les champions de Suède aussi, qui est un tout petit village de pêcheurs. C'est extraordinaire la façon dont ils ont conquis la Suède. C'est un football qui est extrêmement attractif. Ils sont pas arrivés en demi-finale de Coupe d'Europe l'année dernière par hasard. Loin de là, c'est très très loin d'être un hasard. Parce que ça joue vraiment au foot, avec leurs moyens certes. La partie où on va parler de l'histoire de Bordeaux demain, Maxime, en fait, il n'y a pas grand-chose parce que c'est un club qui est en train de naître. C'est une lumière qui est en train de naître tout en haut de la Norvège. Et franchement, en être témoin demain à Dortmund, ça annonce que du beau. Et mercredi, pardon. Et j'ai hâte d'être demain soir pour en parler plus longuement avec toi. Voilà, écoutez, c'était le petit teaser de Kylian improvisé, parce que c'était pas prévu. Donc, voilà, donc écoutez, voilà, demain 20h, Kylian et moi-même, on sera là pour parler de cette rencontre. Franck, c'est ton moment, comme d'habitude, les 5 dernières minutes du vieux Borussen. Donc, comme d'habitude, il va nous faire deviner un joueur qui soit ancien, actuel. Et puis, écoutez, le premier qui le trouve aura les félicitations du jury. Et puis, ceux qui sont dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je le dirai à Franck si ça a été trouvé. Franck, c'est à toi. Je te laisse la parole. Alors, ce soir, bien sûr, nous allons encore entrer avec un vieux joueur. Comment vous dire? Un joueur qui a été révélé sur le tard. Vous pouvez voir sa position arrière-gauche, milieu défensif. Beaucoup de ressemblances dans le jeu avec Svensson. Et dans le morphotype un peu aussi, malgré qu'il est un peu plus chétif. Un joueur qui est né en ex-Allemagne de l'Est, dans les années 69, a joué jusqu'à 25 ans en amateur, et donc sa carrière professionnelle commence à 26 ans. A connu quelques clubs, mais a fait 2 piges au Borussia Dortmund. Donc vous pouvez voir toute son... De la FIO. Eh ouais. Un petit passage en Italie. Passage en Italie. Nous, on le cherche du SC Fribourg, où il a été révélé. Vous regardez qu'avant, il était au Kickers Emden, donc pas un club très illustre. Et il se révèle vraiment très tard. De dire, son premier contrat pro, il le signe à presque 26 ans. Un joueur qui a détonné chez nous pour sa polyvalence, mais il a surtout joué en arrière-gauche, principalement. 37 sélections quand même en équipe d'Allemagne. C'est déjà pas mal. Que vous dire d'autre?
Donc, il gagne un titre avec nous en 95-96 et en 2001-2002. Il gagne la Ligue des Champions en 97 avec le BVB et il est finaliste de la Coupe de l'UEFA en 2002 contre le Feyenoord Rotterdam, qu'on perd 3-2. Hein. Anecdotique, il est directeur sportif de l'Union Berlin de décembre 2005 à février 2007. Au jour d'aujourd'hui, il est ambassadeur du BVB. Tu me dis quand tu veux que je mette les photos. Et comment vous dire, avec les photos, ils vont trouver. Et comment vous dire, maintenant, son activité professionnelle, il exploite des magasins de sport. Ah, Quelqu'un putain, a une idée? oui. Un petit nom? Quelqu'un? Oh, voilà. Vous m'entendez? je peux mettre les Arrière-gauche photos. du les photos. BVB. On va montrer les photos, ça va fuser la réponse d'après moi. Oh, Si. oi. Ah oui, il a été co-entraîneur avec Peter Stöger en 2017-2018. JH, je sais pas. Erlich? Non, Non. Heinrich? Non. Ouais. Ouais. c'est Jörg J'ai une Heinrich. photo avec lui en plus, putain, je suis con. J'ai une photo avec lui en plus. Ça, c'est scandaleux, hein, Ah, c'est monsieur le honteux. président. J'ai une photo avec lui en plus. En plus, on était avec Franck. Parce que Franck, il Ouais. prenait ses photos et j'étais à chaque fois derrière. Et il y avait Stöger et mais oui, putain, mais le boulet, quoi. Jörg Heinrich a été co-entraîneur Jörg de Peter Heinrich, Stöger ouais. en 2017-2018. Hein. Arrière-gauche, Mais emblématique. Et je veux dire, Putain, vraiment mais- un joueur qu'on peut comparer avec C'est Vincent. Svensson parce qu'il a beaucoup de similitudes avec Svensson. Hein. Et un vrai poumon, un joueur que moi j'ai adoré et qui venait du SC Freiburg, hein, notre club qu'on va rencontrer ce week-end, quoi, hein, je veux dire. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez Ouais. voir la photo en haut à gauche, elle est pendant la campagne de Ligue des Champions. À droite, c'est pareil aussi, c'est quand il soulève la coupe à Munich, lors de la victoire 3-1 contre la Juventus. En bas, vous l'avez quand il avait le numéro 6. Je pense que c'est peut-être sur le match de la finale contre la Feyenoord. De nouveau, un maillot Ligue des Champions à droite. Et après, vous l'avez à l'époque où Joël et moi, on a dû le voir. Ouais, Oui. c'est ça. Quand il est co-traîneur avec Peter Stöger. Quoi. Il est plus au club, il a plus de poste là. Il faisait pas Si, quelque il est chose. ambassadeur du BVB. Ouais, voilà. Ok, ouais. Parce que, Ouais. ok. Toujours. Donc, Il joue quelquefois les matchs de légende avec aussi, quoi. Mais très rarement, quoi, hein, je veux dire. Mais il est toujours ambassadeur au niveau du BVB, quoi. Hein, je veux dire. voilà. Bah, écoutez, Et il est revenu dans son pays natal, un peu l'Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Est, quoi, hein, je veux dire. Et il exploite des magasins de sport un peu, et je veux dire. Mais il s'occupe plus rien vraiment de footballistique, quoi. Il n'a plus rien de. Ouais, il est Il a sorti concours de. amateur, mais rien de plus, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, ils sont sortis de la boucle. Voilà. Bah écoutez, c'était la petite chronique du vieux Borussen avec Franck. Quelqu'un avait trouvé sur le. Non, alors à mon avis, tu sais quoi, Non, c'est vrai. je pense que tous les bugs, ça a dû faire sauter le chat et tout, parce que je vois rien. Il n'y a personne qui écrit en fait. Donc je sais pas si sur Facebook et tout il y a eu, je vois pas. On finit juste avec le petit classement de notre petit jeu en commun. C'est bien, il y a tout le monde en plus. Donc voilà, Kylian qui serre les points. Premier leader, voilà, 27 points, Maxime 26, Vincent 25, Joël 25 et Franck 24 qui ferme la marche. Bon, c'est très serré. Je pense que mercredi, ce classement va faire des gros dégâts. Ouais. Par contre, je sais pas c'est qui a eu l'idée là, mais c'est super. Bah écoute, c'était Kylian, je crois qu'il y avait eu cette idée. Ouais. Et c'est bon. Tout à fait. Donc voilà, c'était le petit point à la fin de l'émission. Bah écoutez, messieurs, on va s'arrêter là. On a fait une belle émission C'était à ce tous les moment-là, 5. Franck. Ouais. Qu'on les avait vus. Ouais. Là, vous avez. Ouais. Moi, j'en ai plein aussi avec Sancho. Il est là, Sancho. Avec Sancho. Ouais. Ah, Vincent, il est là. Dédicace. Donc voilà, bah écoutez, messieurs, merci encore pour votre présence, pour toute cette émission qui s'est déroulée parfaitement comme d'habitude,
comme dira Kylian, un 10 sur 10, messieurs. Et puis, nous, on se retrouve du coup demain à 20h avec Kylian, présentation de Beau 2. Et nous, on se reverra jeudi, pareil, à 20h pour débriefer cette rencontre. Écoutez, merci pour ceux qui étaient présents également pour nous écouter. Et puis, je vous dis une bonne soirée. Et puis, comme on dit en Allemagne, comme dit Pat, tschüss.